C'est le dernier débat de cette journée. On a un titre de débat qui est absolument délicieux. Délicieux. Les partis politiques servent-ils encore à quelque chose ? Alors, qui ici dans cette salle considère que les partis politiques ne servent à rien ? Ah non, vous êtes timide. Qui considère ici que les partis politiques sont morts ? Oh, non mais d'accord, ok. Alors, qui Monsieur, pourquoi ? Pour moi, il y a de tels bouleversements depuis 10 ans au niveau de la société, et il y a un tel bouleversement au sein de notre société actuellement et un tel marasme au niveau des partis politiques, c'est que je leur souhaite de mourir afin de mieux renaître, plus en identité, en identification avec la société et la population. Voilà. Qui est d'accord ? Je ne sais pas. Alors ici, il y en avait aussi, je crois. Monsieur, qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas si les partis politiques sont morts. Qu'ils ne soient pas en très bonne santé, c'est une réalité. Mais par contre, je pense la critique qu'ils ne représentent pas la société est fausse. Les partis politiques sont à l'image de la société avec toutes ses contradictions, en particulier à gauche. Est-ce que vous considérez donc qu'ils servent encore à quelque chose ? Ah oui, moi je le crois, bien sûr. Et à quoi ? À organiser la démocratie, à former les citoyens justement à la démocratie et à devenir pour certains d'entre eux des élus, car on ne devient pas élu, contrairement à ce que certains disent, n'importe quand et n'importe comment. Donc pour moi, un parti politique, c'est un lieu de formation politique. Donc par exemple, La République En Marche n'est pas un parti politique ? Je ne suis pas... D'abord, je n'en sais rien, je ne suis pas militant En Marche, donc je ne sais pas comment ils fonctionnent. De ce que j'en crois, en tout cas, ils se sont inscrits en rupture, effectivement, avec une certaine tradition, c'est évident. Donc est-ce à dire que du coup, aujourd'hui, il y aurait quelque chose de gazeux entre les partis politiques et je ne sais pas, des mouvements qui représenteraient peut-être autre chose, avec un autre système peut-être de formation ? Monsieur, qu'en pensez-vous ? Je pense que les partis politiques, il en faudra, mais je ne sais pas pourquoi faire. Parce que c'est un système très, très hiérarchique. Hein. Et d'ailleurs, moi, dans ma jeunesse, je fais partie d'un parti politique. Je l'ai quitté un peu à cause de ça. C'était trop hiérarchique, le PSU. Et pourtant... Le PSU. Oui. Et même ça, c'était trop hiérarchique pour moi. Mais idéalement... Pour les élections locales, dans le fond, il ne devrait pas y en avoir. Mais l'expérience prouve que tous décident de Paris et c'est mauvais. C'est mauvais qu'à Paris, on décide qui se présentera aux élections de Marseille, de Lyon ou de Pétaouchnok. Mais ça se passe quand même, donc c'est embêtant. Pour des élections nationales et européennes, là, je crois qu'on n'y coupe pas. Voilà, je ne suis pas très clair, mais c'est parce que... Si on vous a très bien compris, monsieur. Oui, moi je pense que les partis politiques sont utiles, à la seule condition qu'ils n'oublient pas que le parti politique n'est qu'un outil et que le plus important, c'est la transformation de la société. Ah, et ils l'auraient oublié selon vous ? Non, ils n'ont pas oublié, mais parfois il y a confusion. Avec quoi ? Entre assurer la pérennité de l'existence du parti et la volonté de transformer la société. Est-ce à dire, par exemple, que certains partis qui auraient été au pouvoir, des partis de gouvernement depuis quelques années, auraient oublié le but même de ce qu'est un parti politique, c'est-à-dire la transformation sociale ? Sans doute, mais ce n'est pas seulement les partis de gouvernement. Lorsqu'il y a un parti, il y a toujours le risque que prédominent les intérêts du parti par rapport à sa visée initiale qui est de transformer la société. Est-ce que vous êtes d'accord, madame ? Moi, je pense que les partis politiques, ils sont nécessaires parce qu'il y aura toujours besoin d'une organisation collective, mais que les anciennes formes d'organisation collective vont être amenées à changer. Du fait même de la transformation de la société, où on n'a plus besoin de la même manière qu'avant d'outils de médiation, notamment par rapport aux avancées en termes de communication avec Internet, etc. Mais il n'y a pas que les partis politiques qui ont besoin de se réformer, il y aura aussi toutes les centrales syndicales, les associations d'éducation populaire. Mais il y aura toujours besoin d'organisation collective pour construire quelque chose.
Alors, on va peut-être déjà commencer par répondre à tout cela. On a la chance d'avoir avec nous Clémentine Autain. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, vous êtes membre d'Ensemble et vous avez, dimanche dernier, fait un Big Bang de la gauche. Pardon ? Dans la gauche écologiste, bien sûr. Vous nous en parlerez, vous êtes par ailleurs directrice de publication du trimestriel Regard. Lénie Benbara, vous êtes fondateur du média Le Vent se lève, un média qui se place plutôt à la gauche de la gauche. Je crois que vous n'aimez pas trop le terme de gauche radicale. Non, vous nous direz comment il faut le définir. Pardon ? Un média d'opinion, comme Valeurs Actuelles, quoi. Je plaisante. C'était pour voir si vous suiviez. Alors, Roxane, lundi, je voudrais pas dire lundi. Vous êtes porte-parole de Génération. Alors, vous avez, Roxane, dirigé le mouvement des jeunes socialistes et vous avez quitté avec le MJS, le Parti socialiste, pour rejoindre, vous, pour le coup, Génération. Vous nous en parlerez aussi. Elliot Lepers, vous êtes designer de politique. C'est les nouveaux métiers. Et un designer de politique qui est par ailleurs directeur exécutif du mouvement, donc qui est un mouvement d'activistes qui défend le bien commun. Vous faites des campagnes, en fait, beaucoup. Vous pourrez peut-être nous parler justement de ce que c'est qu'un mouvement. Est-ce que c'est un parti ? Est-ce qu'à terme, vous allez devenir un parti, peut-être ? Ou vous allez nous permettre de structurer quelque chose ? Vous nous en direz plus. Enfin, Boris Vallaud, vous êtes député PS des Landes. Vous êtes presque un dinosaure, en fait, dans la structuration politique aujourd'hui. Et vous êtes toujours porte-parole du PS, je crois. Voilà. Alors, alors justement, peut-être, vous allez commencer, Boris Vallaud. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Les partis auraient-ils oublié leur but ? Faut-il qu'ils se transforment ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, d'abord, comme on dit chez les camarades d'une manière générale, d'où je parle. Vous disiez, je suis d'un vieux parti, vous avez eu la gentillesse de me comparer à un dinosaure. Certaines espèces vivant actuellement sont en effet héritières des dinosaures et finalement vivent assez bien. Alors au PS, on parlait d'éléphants, mais... simplement pour dire qu'en revanche, j'ai la particularité d'être un jeune militant du Parti socialiste, parce que je suis adhérent depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, et ça a été aussi le fruit d'une réflexion longue avant de m'engager. Et c'est vrai que j'ai croisé beaucoup de gens qui partaient quand je suis arrivé au Parti socialiste. J'avais l'impression que, bon, il y avait quelque chose. Mais j'en ai fait le choix parce que je me posais aussi la question du moment dans lequel était le Parti socialiste, le socialisme d'une manière générale, la gauche, le pays. Et si je pars simplement de ce constat pour répondre à cette question-là, j'ai le sentiment que nous sommes à un moment politique où le libéralisme économique, dans tous ses excès, dans ce qu'il a produit d'inégalités, d'injustices, de destruction de l'environnement, de mise en concurrence des modèles sociaux, de disqualification au final des États eux-mêmes, et bien ce libéralisme économique-là, il emporte le libéralisme politique. Et que nous avons imaginé que le dégagisme des vieux partis et de leurs titulaires se résumait au dégagisme des vieux partis et de leurs titulaires. Et moi j'y vois une disqualification plus profonde de la démocratie par un certain nombre de ceux qui la contestent et qui prétendent redonner de la puissance à la politique en contestant un système politique qui se serait rendu au mieux faible face à ces mouvements et peut-être même coupable. Et donc moi, dans la réflexion qui est la mienne sur les partis politiques ou sur l'action politique, je me dis, si nous ne reprenons pas la main, si nous ne redonnons pas à la politique de la puissance, une capacité transformatrice sur les choses, eh bien nous conforterons l'idée que la politique et les partis politiques ne servent à rien et qu'on peut ranger notre tablier. Donc voilà, en première approche, je dirais, les partis politiques sont faibles de la faiblesse qu'ils ont parfois consentie, mais que leur nécessité dans l'action demeure grande. Clémentine Autain. Bonjour à toutes et tous. D'abord, juste dire à quel point je suis très très heureuse d'être présente ici parce que je pense que l'initiative qui a été prise par des revues de nous mettre ensemble en débat et de partir de questions de fond et de se remettre à penser, à travailler me paraît d'une impérieuse nécessité. Et donc je suis très heureuse que non seulement ça soit organisé dans cette ville que je découvre et qui m'a l'air tout à fait chouette pour nous accueillir. Et oui, voilà, il y en a
Tout à fait. C'est vrai, hein, c'est chouette. Et de constater, c'est le maire, magnifique. Enchanté, monsieur le maire, votre ville est quand même magnifique avec des jolis mots partout, puisque j'ai appris qu'il y avait un beau festival de mots. Et donc le mot parti, puisqu'on y est, on va pouvoir discuter du mot parti. Mais je crois que c'est important vraiment de se rendre compte aussi de l'appétit, parce que s'il y a 1800 inscrits aujourd'hui à cet événement à la Charité-sur-Loire, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas décidé d'accepter le duopole qui s'inscrit aujourd'hui dans notre pays et qui est sorti renforcé des urnes à l'élection européenne, de savoir que c'est soit l'accélération des politiques que nous avons vu s'épanouir depuis 30-40 ans partout en Europe, soit des solutions qui sont des solutions d'une droite extrême particulièrement dangereuses pour la démocratie, dangereuses pour le climat aussi et bien sûr pour la justice. Donc c'est important qu'on se mette au travail. Je fais cette petite parenthèse, mais j'y tenais. Alors sur la question du parti, il faut aussi se creuser le cigare, parce que moi je viens d'une famille politique où, et en particulier Ensemble, puisque vous l'avez cité dans la série D'où je parle, où nous avons débattu pendant des mois et des mois de savoir si nous étions un mouvement ou un parti, avec des contributions dans tous les sens. Donc ça a été vraiment une réflexion aussi, parce que beaucoup venaient du Parti communiste français et donc réfléchissaient à comment on se situait, ce qu'on était un mouvement, un parti. Bon. Et après toutes ces années de réflexion, et où j'ai entendu beaucoup de salles nous expliquer que non, le parti s'est terminé, moi la conclusion que j'en tire est assez simple, c'est que les partis tels qu'ils ont fonctionné au XXe siècle ne sont plus adaptés aux nécessités de notre époque. Et ça me paraît être au bord du truisme. Mais une fois qu'on a dit ça, oui, c'est ça. Je suis d'accord avec là, une fois qu'on a dit ça, il faut de l'organisation politique. Donc, c'est pas le parti à l'ancienne. Est-ce qu'on va l'appeler parti, mouvement ou encore autre chose? C'est à définir et à discuter. Mais ma conviction, alors après, je sais pas si on a le temps de détailler un tout petit peu. Mais alors, vous êtes 5 et on a plein de gens dans cette salle. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un truc interactif, donc alors, je vous en prie. Il faut de l'organisation, et peut-être quand je reprendrai les paroles, je dirai quelques convictions sur comment on peut se remettre sur pied pour fabriquer de la politique de façon plus démocratique qu'avant, et qui correspondent à notre époque. Qui veut dire que pour vous, parti, mouvement, finalement, la question n'est pas là, c'est plutôt la structuration qui est importante. Non, c'est-à-dire que le mot parti renvoie à une histoire, celle du XXe siècle, avec des partis qui ont dominé et qui avaient une structure pyramidale très forte et qui correspondait à une époque. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus fonctionner comme ça, et que la situation politique appelle davantage à mettre en place un archipel, je l'appelle comme ça, un archipel citoyen, dans lequel il puisse y avoir des courants politiques qui s'impliquent, mais également des citoyens qui adhèrent directement, et avec des façons de décider qui soient moins pyramidales, plus horizontales. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout à fait terminé sur comment on fait de la démocratie à l'ère du numérique, à l'ère aussi d'un rapport au temps. Je pense que les femmes qui sont entrées en politique nous posent des questions sur le temps de la vie politique. Et donc, c'est à ces différents enjeux numériques, temps de la vie, qu'il faut pouvoir répondre dans des formes qui soient des formes adaptées à notre temps. Roxane Lundy. Alors vous, pour le coup, je le disais, vous avez quitté un parti pour rejoindre un mouvement. Du coup, vous êtes passé de l'ancien monde au nouveau monde. C'est ça ? C'est ça. En fait, je trouve très intéressant ce débat. Avant toute chose, merci beaucoup pour l'organisation, parce que ce festival des idées, je pense, on débat d'idées, et ça fait longtemps aussi, et l'une des critiques fondamentales qu'on fait aux partis politiques, c'est qu'il y a une forme d'assèchement des idées. On a deux fonctionnalités dans un parti. C'est d'abord une fonctionnalité très électorale, le fait d'aller gagner des voix, et c'est important. Parce qu'on le voit bien, on est dans une période où la gauche, elle n'en gagne pas beaucoup, des victoires. Et en fait, il va nous en falloir, parce que c'est comme ça qu'on fait changer la loi, et que derrière, on a des victoires pour les combats qu'on porte. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et la deuxième chose, c'est bien sûr l'enjeu des idées. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on puisse en débattre. Et donc oui, moi, j'ai fait le choix personnel de quitter un parti pour en rejoindre un autre. Mais ma conviction profonde, c'est qu'un parti politique, c'est un outil. Et moi, j'ai beaucoup aimé votre remarque sur un parti politique. Aujourd'hui, ça doit être au service de la transformation sociale et de la transformation écologique, bien sûr. Donc, je pense que la première chose à faire, et ça doit être au cœur du débat que nous avons aujourd'hui, c'est de s'interroger sur les outils que nous mettons en œuvre au service des objectifs que nous posons. Donc aujourd'hui, nous avons un débat d'idées sur le fond. Ce sont nos objectifs, ce sont les victoires que nous allons devoir les décrocher. Et la question des partis, maintenant, bien sûr qu'elle est centrale, parce que c'est une question d'engagement collectif. Et que moi, je vois bien quand même que pendant toute l'année, on a eu 2 mobilisations particulièrement importantes qui ont mis les questions et les thèmes de la gauche au centre, au cœur de l'agenda politique du pays.
nous avons eu les Gilets jaunes et nous avons eu les marches pour le climat, qui sont 2 mobilisations. Alors j'en cite que 2, hein, mais bien sûr il y a eu le mouvement de MeToo qui est central dans l'histoire de la gauche et toutes ces mobilisations sociales et citoyennes. Mais je prends ces exemples pourquoi ? Parce que nous avons eu des mobilisations qui ont mis au cœur du débat la justice sociale, la justice fiscale, qui ont posé la question démocratique. Et oui, moi je vous le dis, pendant 1 an, le premier opposant à Macron, ça a été cette mobilisation citoyenne et sociale qui a posé les termes de la gauche au cœur du débat. Donc oui, la gauche était le premier opposant à Macron. Alors pour la autant, gauche, mais pour le coup, les citoyens de gauche. Les citoyens, bien sûr, les partis là-dedans, pour le coup, et vous le savez bien, on a parlé des Gilets jaunes, il y a un vrai refus, voire un rejet, une défiance comme jamais de la figure des partis et de la figure des politiques. Exactement. Donc c'est un échec. Alors c'est un échec probablement pour les partis politiques parce que nous avons une crise du politique qui bien sûr est aussi une crise des partis politiques de manière générale. Pour autant, ce que je constate, c'est que ces 2 mobilisations qui font qu'on n'a parlé que de nous la gauche, dans le débat, plus d'ailleurs que de l'extrême droite pendant un certain temps, et ça c'est une très bonne chose, eh bien ça ne s'est pas traduit dans les urnes. Oui. Et ça, c'est le gros enjeu qui nous interroge toutes et tous, je pense, ici, aujourd'hui, et c'est l'un des gros enjeux pour l'avenir aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les partis politiques, aujourd'hui, retrouvent une fonction programmatique des idées, recréer ce foisonnement électoral, qu'on ait des victoires demain, c'est essentiel. Alors peut-être qu'Elliott Lepers a une réponse, parce qu'il dirige un mouvement, et peut-être qu'à terme, son mouvement va devenir un parti, parce que c'est ce que vous faites finalement, ces actions climat, on voit des manifestations, vous projetez plein de choses sur la Tour Eiffel et compagnie, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes une espèce de nébuleuse, on ne sait pas vraiment qui y a derrière, mais finalement vous arrivez à parler et à peut-être créer un pont entre ces 2 espaces qui se regardent en chien de faïence, non ? Nous, on est une ONG, donc notre boulot, c'est de créer de la mobilisation, de créer du rapport de force dans la société, avec une ligne rouge qui est très claire, c'est qu'on ne présentera jamais de candidats. Et on a créé le mouvement, notamment pour importer des méthodes de campagne et d'organisation de volontaires qui sont très développées dans les pays plutôt anglo-saxons et qui sont assez faibles en France, pour renforcer la société civile, pour renforcer cette espèce de 2e jambe de l'action politique. Même si derrière, les partis, ils ont pour vocation de présenter des candidats et de gagner des élections, et on a besoin des élections. Mais dans la complexité des enjeux qu'on adresse dans le camp de la grande gauche, dans la complexité de ces enjeux-là, les élections ne suffisent pas. On a besoin d'animer un débat, d'animer une lutte tout au long de l'année entre les différentes échéances électorales. Et effectivement, il y a une forme de fragmentation des hégémonies culturelles dans notre pensée aussi, qui fait qu'un grand parti qui serait en mesure seul de rassembler notre camp et de gagner les élections, on a du mal à y croire. En revanche, et moi je rejoins l'idée des archipels, alors est-ce que c'est des coalitions, est-ce que c'est des alliances, est-ce que c'est des attelages? En tout cas, on a la possibilité, et on y arrive parfois, lorsqu'il y a une opportunité qui émerge dans l'actualité, de se mettre ensemble, comme on est en train de le faire sur le référendum contre la privatisation de l'aéroport de Paris, comme on l'a fait effectivement sur les mouvements que Roxane a évoqués. Et nous, ce qu'on a fait principalement sur la question du mouvement climat depuis septembre, c'est qu'on a mobilisé la population, mobilisé la jeunesse, d'ailleurs, la plupart du temps, sans mettre notre logo, parce que ça nous semblait déterminant à ce moment-là que, il n'y ait pas une organisation qui soit mise en avant plutôt qu'une autre, et ça a été une de nos contributions, ce qui est assez différente du modèle un peu extractiviste des partis politiques, où on a besoin systématiquement d'être mis en avant. Donc notre positionnement, qui est éminemment politique, mais qui est non partisan et non électoraliste finalement, nous permet cette flexibilité-là. Je fais une incise, Ouais. mais vous dites que vous êtes sur un positionnement non partisan, non électoraliste, vous faites ça peut-être aussi, cyniquement, parce que ça marche plus ? Aujourd'hui, les partis politiques dont on va avoir besoin, et notamment dans la gauche, ne sont pas en mesure de porter la transformation qui est indispensable. Ce que nous disait monsieur. Donc, mais en revanche, ce qu'on voit, et ce qui est très fort sur le climat pour continuer, et sur les élections européennes, il y a un truc qui s'est passé quand même. La campagne pour l'écologie, elle n'a pas été menée par les partis écologistes. En revanche, l'écologie a gagné dans les urnes. L'écologie et la justice sociale ont gagné. Les écolos sont 2 fois plus forts qu'ils étaient en 2014, par exemple, chez les moins de 35 ans. Ils devancent le Rassemblement national, qui fait 2 fois moins chez les moins de 35 ans qu'en 2014 aux élections européennes. Mais cette campagne électorale-là, elle n'a pas été menée par des partis politiques de premier plan, elle a été menée par les citoyennes et les citoyens, par la rue, par la mobilisation citoyenne. C'est ça qui est intéressant. Notre capacité en tant que société civile, à l'extérieur des élections, sans appeler à voter directement pour un candidat, à influencer le contexte. Donc c'est plutôt métapolitique comme action. C'est ça qui est assez fort. Lénie Benbara, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?
Bon, bah, d'abord, merci d'être aussi nombreux pour ce débat, et merci de l'avoir organisé. Alors, avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire, de mon côté, je vais plutôt essayer de dire pourquoi je pense qu'on assiste à une mutation radicale des formes partisanes aujourd'hui, et pourquoi on assiste à un déclin des formes telles qu'on les avait héritées effectivement du XXe siècle, puisqu'on sait que les partis sont des constructions historiques et que ces constructions ont émergé avec la généralisation du suffrage universel au XIXe siècle progressivement, et avec la nécessité de s'organiser pour accumuler un certain nombre de ressources partisanes au sens général, c'est-à-dire des militants, de l'argent, une organisation territoriale, etc. Et pourquoi donc on assiste au déclin de ces formes et à l'émergence de nouvelles formes? D'abord parce que depuis les années 80, on assiste à l'individualisation radicale de nos sociétés, depuis qu'on est entré dans la phase néolibérale du capitalisme, avec l'éclatement généralisé des formes d'identité, etc. Donc c'est ce qu'on appelle de façon triviale la postmodernité. Et je crois que cela provoque des effets sur la façon dont les gens veulent s'engager dans dans des causes. Et Eliot en témoigne ici, puisque on voit qu'effectivement les gens préfèrent désormais passer par des ONG, des associations, etc., parce qu'ils voient des résultats concrets à leur action, d'une part. Deuxièmement, pour les jeunes en particulier, il y a un refus assez radical des cadres collectifs. Et je pense que je fais partie d'une génération qui est beaucoup plus individualiste, d'une certaine façon, mais qui en même temps recherche du lien collectif, mais d'une autre façon, c'est-à-dire avec une articulation différente entre l'individuel et le collectif. Ensuite, on voit que les partis se sont repliés sur une sociologie assez précise, c'est-à-dire essentiellement des CSP+, donc la crise de la représentation est de plus en plus forte en termes d'alignement sociologique entre les partis et le reste du peuple de façon générale. Et enfin, on a un phénomène qui est évident, mais qui est peut-être un tabou ici, c'est que les militants servent à beaucoup moins de choses qu'auparavant, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux et le déploiement des nouvelles entreprises partisanes sur Internet, eh bien, on n'a plus besoin de gens pour aller tracter, puisque avec une vidéo, on peut toucher des millions de personnes, et désormais, ça sert peut-être à accumuler des ressources militantes, et beaucoup moins utiles qu'auparavant. On avait effectivement besoin de mailler le territoire, d'être partout, d'être dans les entreprises, d'être dans toutes les sphères de la vie sociale, alors que désormais, on a une transformation de ce qui fait la relation avec le peuple en général, puisqu'on a des nouveaux médiums qui apparaissent. Ce qui veut dire, Lénie, en fait, qu'un parti aujourd'hui, potentiellement, peut être hors sol complet. Complètement, et donc ça fait la transition, puisque moi je voulais parler de ce qui émerge un peu partout. On a des phénomènes comme En Marche, très clairement, mais en fait ça touche tous les spectres, tous les secteurs du spectre politique. En Italie, le mouvement 5 étoiles, c'est ça, c'est un parti qui est né autour d'un blog. Donc sans ancrage social très précis, avec des éléments complètement contradictoires à l'intérieur. Nigel Farage, qui a créé le Brexit Party en 3 semaines, c'était complètement hors sol, donc sans militants en fait, avec des équipes techniques, de l'argent et une notoriété sur les réseaux sociaux. La France Insoumise, qui a été créée par Mélenchon avec des ressources partisanes préexistantes, mais qui, dans son extension de la présidentielle de 2007, a fait la preuve qu'à partir d'une petite équipe, on peut toucher très très largement et s'étendre très rapidement. Ou Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, qui suffit de regarder son compte Instagram, a une fanbase énorme, sans structure partisane. Qui est la plus jeune élue démocrate du Congrès. Voilà, et tout tourne autour de petites équipes techniques qui sont très efficaces. Et ça, c'est une conséquence, c'est l'ultra-concentration stratégique. C'est l'émancipation complète des leaders par rapport à leur ancrage social et aux ressources partisanes. Mais je pense que ça, on en parlera après. Ouais. Cependant, ça pose des vraies questions sur la formation des cadres et l'exercice du pouvoir. Parce qu'effectivement, et ça peut-être qu'on peut en parler avec La République En Marche, on voit à quel point c'est difficile en fait dans l'exercice du pouvoir quand on n'a pas une base qui est à peu près formée. Qui veut intervenir sur cette question ? Je voulais juste rebondir rapidement sur la dernière intervention. Peut-être les partis, les mouvements amélioreront les choses quand ils arrêteront de considérer que les militants, ça sert uniquement à coller des affiches, à distribuer des tracts, mais ça sert à faire un programme. Et vous pouvez avoir n'importe quelle organisation ultra efficace sur les réseaux sociaux, ultra technique, capable de se mobiliser pour faire de la riposte, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas une base militante, c'est-à-dire une base importante de citoyens avec qui vous allez construire une proposition programmatique qui a du sens, si, ça peut faire du buzz sur les réseaux, mais je ne pense pas que c'est ça qui permettra, notamment à gauche, de reconstruire un projet et d'aller de l'avant. Je ne dis pas que c'est bien, mais...
Oui, puis ça sert à l'humain aussi. Moi, je suis à Génération, je suis médecin. En ce moment, il y a un fort mouvement social dans les urgences. Et quand même, les urgentistes qui vont très mal parce qu'on tue l'humain, ils parlent de l'humain, là, vraiment. Voilà. Non, moi, à Génération, il y a beaucoup d'humains, on tracte beaucoup, on est sur les marchés, on est sur les manifs, on parle beaucoup. Moi, je parle beaucoup dans mon hôpital, on parle... et on est vraiment sur l'humain, là. En ce moment, aussi les enseignants, là, ils sont dans l'humain. Oui, donc en fait, c'est encore possible. Bonjour, moi je voulais rebondir sur ce que disait Lénie, donc j'entends que tu n'es pas d'accord, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi attention à l'idéalisation des réseaux sociaux en matière militante. Parce que, n'oublions pas deux choses. 13 millions de Français sont exclus du numérique. 19 millions ne savent pas utiliser Internet, donc ça veut quand même dire qu'on a une sacrée partie de la population qu'on exclut. Deuxième chose, et on l'a vu durant la crise des Gilets jaunes, c'est qu'en fait notre vie politique est impactée par les algorithmes des GAFAM, est impactée par les algorithmes de Twitter, est impactée par les algorithmes de Facebook, qui sortent totalement de nos champs démocratiques, et on a un impensé des partis politiques sur cette question-là, puisqu'on ne se rend pas compte à quel point les algorithmes de Facebook renforcent les passions, renforcent les tensions négatives et les effets communautaires, ce qui aboutit à l'effet archipel, finalement. L'effet archipel, c'est effectivement ce que vous dites, mais c'est aussi Jérôme Fourquet et l'atomisation de la société française. Et donc mettre une partie de nos espoirs stratégiques et de notre vie politique entre les mains de ces réseaux sociaux dont on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants, et qui par ailleurs sont la propriété de géants capitalistiques mondiaux, vraiment attention. Tu peux peut-être répondre sur les trois, et il y a 2 autres interventions. 3. Oui, alors très rapidement, moi je dis pas que c'est bien, hein, je dis juste que c'est le nouveau terrain de lutte politique de façon générale, et que effectivement il y a encore beaucoup de gens qui se servent pas des réseaux sociaux, mais plus le temps passe, plus en fait ça se généralise, puisque les gens vieillissent, ceux qui ne se servaient pas des réseaux sociaux meurent de facto, c'est triste, c'est comme ça, mais voilà, donc progressivement avec plus on avance, plus c'est quelque chose qui se généralise. Donc on doit prendre en compte le fait que c'est un des terrains émergents, qui n'est pas le seul aujourd'hui, et les médias gardent un rôle notamment très important. Et donc c'est là où je voulais répondre sur l'autre aspect, sur les algorithmes, c'est-à-dire qu'on sait aussi très bien que le combat politique dans les médias est vicié. On sait que les codes journalistiques sont précis, et donc neutralisent le débat, qu'ils le cadrent, etc. Et donc de la même façon que les réseaux sociaux, on en est conscient, mais on n'a pas le choix, c'est-à-dire que c'est comme ça en fait. Et c'est sur ce terrain-là qu'il va falloir gagner, avec malheureusement tous les effets négatifs en termes démocratiques peut-être, mais on doit faire avec, et la question est comment faire à partir de ce terrain vicié, parce qu'on a toujours, en tout cas pour des gens qui cherchent l'émancipation et le progrès, on a toujours, je crois, joué dans un terrain où on était, qui nous était défavorable. Donc voilà. Oui, bonjour. Moi je suis un ancien directeur de campagne macroniste. J'ai démissionné le soir des élections pour la première mesure qui a été prise par exemple Emmanuel Macron sur la loi sur la transparence de la vie politique, notamment, qui était complètement galvaudée par rapport à ce qui était décidé en amont. Et je crois que vous vous trompez complètement par rapport aux partis politiques. Je m'explique. Celui qui trouve l'utilité la plus nécessaire aux partis politiques aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi ? La République En Marche aujourd'hui, ça n'est qu'un ancien parti politique. Ça n'est que ça. Ça n'est pas un mouvement, c'est un parti politique. C'est un parti politique qui en plus agrège encore d'autres anciens partis politiques, le mouvement radical social libéral notamment, qui est le plus ancien parti de France avec les Valosiens, et qui a besoin justement de tout cet engrenage pour pouvoir faire sauter justement tous les verrous pour que lui ait seul le pouvoir en main. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui comprend l'utilité des partis politiques, c'est Emmanuel Macron. Donc, et faire le déni de ça aujourd'hui, c'est aller droit dans le mur, justement. Il faut comprendre que c'est sa technique. Donc les partis politiques sont nécessaires, ils sont utiles, évidemment. D'accord ? Mais il faut peut-être justement le repenser. Et peut-être que l'animation, justement, continue des militants, c'est peut-être ça la clé du succès. Puisque quand on a fait Nuit debout, quand on a fait la fête à Macron, quand on a fait plein de petits événements comme ça, mais qui sont terminés et qui n'ont été des micro-événements, la déception et la frustration est très grande chez les militants. Et c'est peut-être ça qui a fait retomber justement le soufflet. Et c'est ce qui fait que des gens comme moi sont partis justement chez Macron et j'aurais jamais dû y aller.
Bon, moi, il ne faut pas trop me chauffer avec Macron trop vite parce que je peux partir très vite. Non, simplement pour dire, bon, je crois que tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as dit que les partis politiques sont un outil et pas une fin en soi. Les réseaux sociaux sont un outil et ça n'est pas une fin en soi. Moi, je vais vous dire une des raisons pour lesquelles je suis encore au Parti Socialiste. C'est parce que même s'il y en a moins, il y a des militants. Moi, j'appartiens à une fédération dans les Landes où il y a encore des militants. Ils ne sont pas tous très jeunes. Certains me disent, Boris, on en a vu d'autres. Tiens bon. Voilà. Et c'est cette dimension humaine que j'apprécie. Dans une section du Parti Socialiste, encore, vous avez, en tout cas dans les Landes, des ouvriers, des paysans, des retraités, des chômeurs, des gens qui viennent au même titre que ceux qu'on reçoit dans nos permanences parce qu'ils galèrent. Et qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais sans prendre, se faire vraiment botter le derrière dans son bureau par la dureté de la vie des autres. Parce qu'il y a des vies invivables. Et moi, quand je vais dans les Landes, que je suis à la rencontre de tous ces gens-là, voilà, il y a une forme de recontractualisation. Je sais pourquoi j'ai décidé de me présenter. Ce qui n'était pas une évidence pour moi. J'ai longtemps hésité. Et parfois, dans l'hémicycle à l'Assemblée, je crois que Clémentine peut le dire, on est à 3h du matin, on n'a pas fait passer un amendement, ça fait une semaine qu'on y est. On se fait cracher dessus, parce que de toute façon, quand on n'est pas avec Macron, on est contre la France. Et il y a ces moments de solitude où on se dit, mais finalement, putain, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'être à la tête d'une ONG ? D'être dans une forme de militantisme de cause. Quand c'est une discussion que j'avais eue avec Cécile Duflot, je lui dis finalement, est-ce qu'il vaut mieux être député d'opposition ou la patronne d'Oxfam ? Bon, vous lui poserez la question, sa réponse. Mais on a ces moments-là. Mais cela dit, c'est le témoignage un peu désenchanté que je fais. J'en reste pas un désenchantement. Je me dis qu'il faut évidemment se battre, donner de l'âme et de la sensibilité à la politique. Se souvenir chaque fois pour qui on se bat, pas pour ceux qui prétendent faire l'histoire, mais pour ceux qui la subissent. En tout cas, c'est ça Mais concrètement, par exemple, Boris Vallaud, quand on entend qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a plus besoin de militants, parce qu'en fait, on n'a plus besoin de boiter, il n'y a plus besoin de tracter vraiment. Madame nous dit effectivement qu'elle continue à être sur les marchés, c'est pas vrai. Mais que les gens s'engagent pour des actions précises sur les marches climat, etc. Mais les deux sont vrais. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une partie... Je pense que les partis politiques, ils doivent aussi de temps en temps épouser des militantismes de cause. Parfois on se retrouve, parfois on ne se retrouve pas. Là, moi j'étais hier matin sur le marché de Mimizan en plein Cagnard, et avec ma tablette, c'est joli, Mimizan. Et je faisais signer pour le référendum d'initiative partagée sur ADP. Voilà, il faut qu'on y aille. J'ai pu compter sur des militants pour le faire. Clémentine Autain, Elliot Lepers. Oui, moi je suis d'accord sur le fait que l'émergence, et je l'ai dit tout à l'heure, du numérique et des réseaux sociaux a bouleversé les façons de faire de la politique, mais rien ne remplacera absolument jamais rien le fait qu'il y ait des collectifs de gens qui humainement se rencontrent, partagent, discutent. Et le parti ou le mouvement, moi je suis plutôt pour le mouvement et l'archipel, et j'y reviendrai, c'est un lieu dans lequel on peut aussi se confronter pour bâtir ensemble des choses. Et ce qui a, à mon avis, péché dans les formes parties du XXe siècle et que les gens ne veulent absolument plus, la première chose, c'est qu'il est terminé de se dire qu'on va tous être comme un seul homme derrière une idée, un chef, c'est vertical et c'est comme ça, et ceux qui ne pensent pas autrement, c'est dehors. Ça, je pense que c'est derrière nous, en tout cas que ce sont des formes qui sont contestées et qui ne correspondent pas à la nécessité, à l'exigence de démocratie qu'on a vu d'ailleurs poindre avec les Gilets jaunes. Non mais les Gilets jaunes, le mouvement MeToo, etc., c'était aussi ma propre parole qui doit compter et que personne ne l'accapare. Donc il faut bien penser des lieux de production politique qui ne passent pas que par les réseaux sociaux, qui passent aussi, mais qui ne passent pas que par les réseaux sociaux, pour pouvoir avancer. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se raconter de salade. Si on a un problème, ce n'est pas qu'un problème d'organisation. C'est que la panne, elle est d'abord une panne de sens, de à quoi ça sert. Et je crois que si les gens désertent nos partis, parce que peut-être qu'En Marche ça va bien, mais enfin il y a un autre parti qui va bien aussi, hein, c'est le parti de l'extrême droite. Et eux ils ont des militants, et ils font des scores, et voilà, et ils ont un horizon qui permet de gagner. Donc la question c'est qu'il faut avancer ensemble sur les deux sujets, construire, redonner sens à un projet et à une perspective majoritaire de conquête du pouvoir, c'est quand même pas rien. Enfin, du pouvoir, je m'entends, après on pourrait refaire un débat sur où se joue le pouvoir, etc. Enfin, c'est ça qui mettra en mouvement, et que la façon dont on va s'organiser pour le faire dira aussi la façon dont on exercerait le pouvoir si on y arrive. Et donc c'est pour ça que je pense que les deux débats, ils doivent se tenir l'un l'autre, et que la question de l'individu et du collectif, je partage ce qu'a dit Lénie, c'est-à-dire
on est dans un moment où ce qui se cherche, c'est ce que les philosophes appellent l'individuation. C'est-à-dire qu'un individu tout seul, la reconnaissance de l'individu qui nous vient notamment des années 68, on ne peut pas le mépriser. On ne peut pas dire, il y a une société individualiste, nous on tourne le dos et on vous repropose le collectivisme, pour faire court. Cette exigence de la place qui compte pour soi-même, c'est une exigence qu'à gauche, il faut prendre en considération. Sauf que cet individu, il n'existe et il ne se réalise que s'il arrive à se connecter à du collectif. Et aujourd'hui, la panne, elle est dans le collectif. Et c'est vrai pour la proposition politique que nous voulons faire, c'est-à-dire l'individu, le collectif, comme quelque chose, l'épanouissement individuel, elle fonctionne si on est dans une reconnaissance collective, et le collectif ne fonctionne que si l'individu est à sa place. C'est vrai également, je le crois, pour nos façons de nous organiser, d'où mon idée d'archipel, qui n'est pas dans ce sens-là, qui est dans l'idée qu'il y a bien du commun dans un archipel. L'archipel, c'est l'espace commun, mais à l'intérieur, il y a des îlots, et des îlots qui comptent pour aussi ce qu'ils sont, avec leur identité, et donc la possibilité d'y faire vivre du pluralisme, qui est capable d'avoir en même temps une cohérence d'ensemble. Et je crois que ce nouveau tout, il se cherche, et quand on l'aura trouvé, par des formes qui sont des formes nouvelles, peut-être qu'on redonnera espoir et envie de s'engager ailleurs que dans des ONG, même si c'est important d'être dans des ONG, mais en même temps, ceux qui sont dans les ONG ou dans les syndicats, ils nous disent quoi? Mais non, c'est la même problématique, mais ils nous Clémentine, disent aussi, s'il n'y a pas de on va perspective faire politique, circuler, s'il vous plaît, la parole. Elliot Lepers. Il y a une personne qui a été extrêmement brillant dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est Donald Trump. Mais non pas dans leur force sincère et intrinsèque, mais dans leur déloyauté. Et en utilisant, et on se souvient de Cambridge Analytica, en utilisant l'exploitation des données personnelles pour manipuler l'opinion. Et c'est aujourd'hui des mouvements dont il va falloir se méfier. Et en tant que structure politique, il va falloir qu'on soit très vigilant à ça. On sait que ça a aussi impacté la campagne d'En Marche. Et en tout cas, c'est un mouvement de déloyauté qui va menacer toutes nos campagnes. Et la réponse à ça, c'est justement l'humain. Et quand on voit l'opposition, et d'ailleurs Hillary Clinton qui a gagné le vote populaire, il y a eu 3 millions de voix en plus qui ont voté pour 3 millions de personnes en plus qui ont voté pour Hillary Clinton. Et l'organisation du Parti démocrate aux États-Unis est forte d'enseignements pour nous. Parce que c'est pas simplement Alexandria Cortez qui débarque toute seule, qui connaît personne et qui se fait élire. C'est une machine extraordinairement huilée derrière. C'est un travail de fond à l'intérieur du Parti démocrate pour faire gagner des idées radicales sur l'antiracisme, sur le féminisme, sur la justice sociale et climatique. Et c'est un travail de fond qui est mené à l'intérieur du Parti démocrate pour gagner cette bataille-là, et notamment dans la foulée de ce qu'a porté Sanders. Mais c'est derrière aussi des gens qui ont fundraisé, chopé plein d'argent en amont pour que dès que cette nouvelle candidature, qui n'ont pas de réseau, et c'est Alexandria Ocasio-Cortez, mais toutes les autres, que toutes ces nouvelles candidatures qui ont réussi à imposer des primaires à leur parti, gagner les primaires contre des barons locaux, et bien derrière, le premier jour de leur campagne, ils ont eu des chèques, 150 000 $, qui avaient été levés par des militants locaux. Et derrière, c'est ce qui s'appelle, et d'ailleurs c'est intéressant, le big organizing, c'est ce qui a été théorisé dans la campagne de Bernie Sanders par Becky Bond, Claire Sanders, qui ont dirigé la campagne de terrain de Bernie Sanders. Le big organizing, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir le plus de militants possible. Donc c'est justement comment est-ce qu'on utilise le minimum de la technologie pour avoir une équipe de campagne qui intègre le plus de monde et qui soit infinie dans la capacité d'organisation. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des campagnes de terrain extrêmement massives en dépassant ce qu'on ne pourra jamais faire en tant que structure avec des salariés. C'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, donc en se reposant sur des structures humaines extrêmement décentralisées et qui donc arrivent à faire de la campagne, arrivent à faire du terrain de manière très massive. Merci. Lénie, en 30 secondes. Je suis la maîtresse des horloges, comme on dit. Ok, je voulais juste répondre sur les deux dernières interventions. En ce qui concerne le déploiement des militants de façon générale, on voit pour le coup aux États-Unis et dans le cas de Sanders ou d'Ocasio-Cortez que c'est uniquement ponctuel, c'est-à-dire c'est uniquement dans les moments électoraux, et ils appellent ça, enfin c'est un modèle qu'ils considèrent comme chaotique, qui est fondé sur une espèce de décentralisation chaotique et une accélération extrêmement rapide à travers la campagne, mais qui se rétracte juste après le moment électoral. Juste par rapport à ce que disait Clémentine, parce que je pense qu'on a des intuitions communes, même si on n'est pas toujours d'accord. Je crois qu'en particulier sur la question du parti, moi je pense que c'est des machines de guerre électorale et que c'est fait uniquement pour gagner. Et je ne crois pas que les partis soient faits pour être démocratiques, et je pense au contraire qu'ils le sont de moins en moins, que toutes les nouvelles formes partisanes qui émergent sont beaucoup moins démocratiques que ne pouvaient l'être. Ça veut dire que le parti de l'ancien monde est finalement plus démocratique que les nouveaux partis du nouveau monde. Oui, je pense, notamment par exemple un parti comme le PCF, qui avait un vrai ancrage social, qui avait une fonction tribunicienne dans l'après-guerre,
derrière, effectivement, oui, ils représentaient quelque chose démocratiquement et sociologiquement. Aujourd'hui, on a des espèces d'organisations qui ont une voix beaucoup plus réduite et où le pouvoir est beaucoup plus concentré, mais ce qui n'empêche pas une nouvelle articulation, et ça rejoint ce qu'on disait sur l'individuel et le collectif, entre l'horizontal et le vertical. Je pense que toutes les structures pyramidales sont en train d'être balayées au profit d'une forme en T inversée un petit peu. Donc c'est-à-dire, vous avez de l'horizontal comme ça et du vertical comme ça, et c'est un modèle chaotique et décentralisé. Bon, après, sur qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que en 15 secondes. Voilà, sur les réseaux sociaux, la question n'est pas morale. Si on fait de la politique, elle n'est pas morale. C'est-à-dire, c'est bien, c'est mal, peu importe. La question, c'est que c'est là. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il faut épouser ces nouvelles formes postmodernes de construction des identités politiques et de façon de faire de la politique. Et qu'il faut, pour le coup, et c'est là où je rejoins un peu Clémentine, même si peut-être que sur la façon dont on verra les choses sera un petit peu différent, il faut externaliser certaines fonctions qui étaient auparavant internalisées par les partis politiques, notamment la question des cadres, à travers des réseaux d'institutions, donc médias, think tanks, associations, ONG, tout ce que vous voulez, qui se déploient de façon coordonnée, mais de façon assez souple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle relâché, c'est là où ça rejoint la dimension chaotique, pour mener une sorte de guerre de position politique dans l'État et hors de l'État. Merci beaucoup, on repasse. Merci. Moi, je m'appelle Marion et je suis directrice d'une association départementale de protection de la nature dans le Cher. Et du coup, je voulais rebondir sur ce qui a été dit, parce que vraiment, je pense qu'on touche un peu au cœur du problème, mais ça m'amène sur deux problématiques qu'on a assez peu abordées. Et je pars du constat que dans le monde associatif, concrètement, ce qu'on constate, c'est un peu la même question sur les militants. C'est-à-dire que nous, on a plein de gens qui viennent nous voir en nous disant « je voudrais bien donner un coup de main ». Sauf que donner un coup de main, aujourd'hui, concrètement, pour sauver la biodiversité, ça ne suffit pas, quoi. Il faut des gens qui aient envie de s'engager dans des conseils d'administration, dans des ateliers de réflexion, dans le développement d'une stratégie. Et ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué pourquoi ? C'est compliqué parce que la démocratie, nous, dans le monde associatif, on fonctionne vraiment sur cette base de démocratie, de remontant, etc. Ça demande déjà de comprendre de quoi on parle. Or, les sujets aujourd'hui sont de plus en plus complexes, de plus en plus techniques, et du coup, cette question de la formation, elle se pose de façon de plus en plus pointue. Et aussi parce que tout ça, ça prend énormément de temps. Et les gens, ils ont plus de temps, concrètement. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, c'est l'horreur. Et du coup, on est obligé d'avoir recours à des salariés qui travaillent dans des conditions pas forcément faciles, même si on fait le maximum, parce que c'est en général des salariés qui sont aussi des militants et qu'eux, ils sont payés pour ça. Donc, ils ont du temps payé, mais sauf qu'au final, tout ce qu'on a à faire, ça déborde de ce temps-là. Et donc, sans vouloir salarier forcément les partis politiques, comment on peut faire pour retrouver ce temps-là qui nous permet de recommencer à réfléchir concrètement ? Les 32 heures. Allez, on va de ce côté-là. Oui, je suis assez d'accord plutôt avec ce que dit le Perse sur la partie descendante, en quelque sorte. Les réseaux sociaux, ça peut arriver jusqu'aux militants, très diffus. Mais après, il y a encore 40% de la population à convaincre à la main, dans le café, devant un café, à la cantine, etc. etc. Et ce boulot-là doit être fait. C'est effectivement la force des Américains de savoir garder une petite armée, enfin une grande armée même, capable de faire ce boulot-là. Alors, je voudrais plutôt intervenir sur l'aspect remontant, au contraire, parce que le boulot numéro 1 du militant, c'est de prendre les idées qui est autour de lui, participer à l'élaboration d'un programme, puis ensuite engueuler ceux qu'on a fait élire parce qu'ils ne font pas leur boulot, etc., etc. Alors, je crois que la nouveauté, c'est que c'est plus forcément les mêmes. On n'est plus obligé, pour élaborer le programme, de le faire dans le parti avec les militants qui vont être ceux qui font le boulot de bons petits soldats. Et c'est ça un peu la grande fracture qu'il y a maintenant. Bon, les bons petits soldats, d'abord, il y en aura certainement moins, ok, mais ce n'est pas forcément ceux-là qui seront les plus importants pour élaborer le programme. C'est effectivement toutes les ONG, etc. Et alors, comment arriver à centraliser tout ce qui émerge des ONG ? C'est extrêmement compliqué, parce que alors, là, vraiment, Facebook, etc., ne servent à rien, vu que les réseaux sociaux mettent les gens dans des silos séparés les uns à côté des autres, qui ne dialoguent pas entre eux, moins que faisait la presse locale régionale. C'est notre vie sous algorithme. On continue. Oui, enfin, j'entends les propos des personnes qui ont participé de partis politiques, mais je voudrais quand même peut-être les renvoyer à leur responsabilité, qui est vraiment criante.
puisque historiquement les partis politiques étaient issus d'un corps social qui avait une certaine densité. Au fil du temps, ça s'est quelque peu amenuisé, et malgré tout, le système institutionnel a conservé le système des partis comme étant un des vecteurs de la représentation de la population, du citoyen. Il se trouve que les partis politiques se sont engagés dans un processus qui est le marketing politique. On a vu des think tanks de premier plan prôner justement le ciblage de certaines catégories de population pour arriver à gagner. C'était la win, c'était attraper la queue du Mickey pour arriver à avoir la barre du bateau. Et en fin de compte, le désamour qui peut exister, me semble-t-il, entre le citoyen qui est très politisé, qui a un point de vue et qui a des opinions, mais qui ne trouve pas de débouché justement parce que l'organisation des partis politiques entre eux, c'est le tirage de bourre pour arriver à gagner des parts de marché électorales. Autre élément aussi qui vient télescoper cette situation, c'est que le citoyen, ce qu'il attend du politique, au sens avec un P majuscule, c'est de pouvoir agir sur, piloter le fonctionnement et l'organisation de la société. On voit qu'aujourd'hui, il y a des acteurs politiques, en effet, qui participent de ce processus, mais il y a d'autres acteurs majeurs. On ne va pas entrer dans le débat, le capitalisme méchant, les libéraux, les néolibéraux, mais on voit bien qu'il y a des pôles d'influence qui participent très fortement, très puissamment du fonctionnement et de l'organisation de la société, sans que ça passe par un contrôle citoyen, ou tout au moins une démocratie quelconque. Donc moi, je voudrais vous interroger là-dessus, sur le fait que vous puissiez dépasser vos appartenances particulières, et que vous alliez voir les citoyens pour pouvoir organiser justement la parole citoyenne. Alors, peut-être Roxane. Alors, avant toute chose, je vais simplement poser une petite question. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà été ou si vous êtes dans un parti politique militant? Voilà. Et levez la main aussi maintenant si vous êtes en plus militant dans des associations. Pourquoi je vous demande ça? Parce que si vous êtes passé du militantisme associatif au militantisme politique, c'est que vous trouviez que ça avait du sens. Et c'est ça, ce débat sur les partis politiques est très intéressant. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ce saut? Pourquoi vous avez franchi le Rubicon, en quelque sorte? Parce que on sent bien que l'ensemble des combats sectoriels qu'on porte dans la société rapportent finalement, c'est toujours une question de rapport de force et de changement, de transformation sociale. Et que tant qu'on est dans une société ultralibérale, aujourd'hui on a un gouvernement qui est ultralibéral, tant qu'on est dans cette société qui nous impose le libéralisme, bien sûr qu'il est impossible d'apporter des solutions à la lutte contre la précarité, à l'urgence écologique, à l'urgence sociale, à l'urgence démocratique. Donc bien sûr qu'aujourd'hui les partis politiques servent à quelque chose. Et moi je pense qu'avant de parler de marketing électoral, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est pourquoi est-ce qu'on fait le saut de l'engagement. Et donc être militant politique, c'est pas seulement avoir des tracts, aller dans la rue, boiter ou être là, que dans des périodes électorales. C'est aussi faire ce travail d'engagement collectif et de débat. Et pourquoi je dis ça? Parce que la question démocratique, bien sûr qu'elle est centrale dans un parti. Là, je suis pas d'accord avec toi, Lénie. Pourquoi est-ce qu'elle est centrale? Parce que pour qu'une machine électorale puisse gagner une élection, il faut aussi trancher des désaccords. Et on en a des désaccords. Et c'est 5 à gauche, on en est. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis à Génération, je défends le RUE. C'est pas le cas de tout le monde ici. Le revenu universel. Le revenu universel d'existence. Il y a eu un débat passionnant ce matin sur la protection sociale. Nous ne sommes pas toutes et tous d'accord. Donc il est important d'avoir un cadre démocratique où on se met d'accord sur ces questions. Mais est-ce à dire, pardon, je vous coupe Roxane, est-ce à dire du coup que dans les partis, on a fait fi du débat et que ce n'est plus la place du débat? Monsieur nous disait que du coup, il faut peut-être maintenant se dire que, pour ce qui est du programme, ça va se faire avec des think tanks, ça va se faire avec des gens qui réfléchissent, et puis les militants, on verra bien finalement à quoi ils servent. Est-ce que c'est pas la réalité des partis politiques aujourd'hui? Moi, je n'aime pas que la technocratie prenne le pouvoir du politique. Oui, je n'aime pas ça. En attendant, c'est quand même le cas. Mais oui, vous pouvez dire que c'est quand même le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Oui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons ce débat. Si on s'interroge sur la nécessité ou pas des partis politiques, c'est parce qu'il y a une crise des partis politiques. Et c'est aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, nous avons des politiques qui pendant des années ont défendu leurs intérêts privés et personnels, ont fait finalement des différentes élections un moyen de garder un mandat, d'avoir un revenu ou de se servir pour leur notoriété personnelle, plutôt que de défendre des combats pour la transformation sociale. Est-ce que nous nous résignons? Non. Sinon, nous ne serions pas là, en pleine canicule, en train de débattre sur ce sujet fondamental. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est que nous avons besoin de partis politiques. Maintenant, bien sûr qu'il faut les transformer, bien sûr que ça se dépasse. Est-ce que Facebook va remplacer un bon vieux débat politique où on se dit ce qu'on pense de la protection sociale? Moi, je ne crois pas. Oui, en attendant, Facebook
Facebook a permis l'émergence en fait d'un mouvement qui est celui des Gilets jaunes, que pour le coup aucun parti politique n'a vu arriver et que beaucoup de partis politiques ont méprisé. Alors, beaucoup de partis politiques ont méprisé le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup de mépris de classe là-dedans aussi. Voilà, après c'est débat. Je pense qu'il y a du mépris de classe, que quand nous avons des gens qui descendent dans la rue, qui n'ont rien à gagner, qui n'ont jamais été militants et qui disent « moi je ne m'en sors plus à la fin du mois » et qui mettent sur le devant de la scène la question de la justice sociale, la question de la justice fiscale, la question de la démocratie, on ne peut pas rester sourd quand on est de gauche. Donc je pense que c'est central. Et l'enjeu fondamental pour nous, c'est que nous ne pouvons pas avoir un parti politique sans dynamique citoyenne, sans dynamique de la mobilisation sociale et écologique. Et donc là, je te rejoins, Elliot, quand tu disais que finalement, oui, il y a eu un vote pour le climat à ces élections européennes, et il y a eu une mobilisation pour le climat, et il y avait un débouché clair. De même, nous ne pouvons pas avoir des partis politiques, finalement, qui sont complètement squeezés, parce que le jour où on en revient à prendre le pouvoir, ce qui doit être une obsession pour nous, pour nos objectifs, je le dis et je le redis, pas pour des intérêts personnels, le jour où on prendra le pouvoir, eh bien, je peux vous dire qu'on sera plus efficace dans la lutte contre le changement climatique parce qu'on pourra les taxer total. Voilà. Oui, dynamique citoyenne dans les partis, est-ce que ça pourrait faire du sens pour vous que les partis expérimentent des modes d'organisation dans lesquels les statuts prévoient, par exemple, un référendum interne, puisque 80% de la population française, depuis des années, est favorable à ça, des statuts qui soient moins anciens, avec juste un président, etc., des statuts collégiaux, etc. Bref, adapter la structure des partis pour que la prise de décision en interne amène une meilleure adhésion, une meilleure confiance au sein des structures de prise de décision que sont les partis. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait élargir même au mode de gouvernance en général. J'ai le droit de répondre ou plus tard? Après, plus tard. Je vais insister sur la dimension de la crise des partis. La crise des partis, elle n'est pas nouvelle. Je pense que la crise des partis politiques, elle date peut-être, on peut la situer autour des années 80-90. Ça remonte à la prise de pouvoir de la gauche. Puisque, en fait, si on regarde bien, moi, j'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Et je suis un militant. Et je suis élu. Et j'ai toujours fait de la politique. Mais pourquoi j'ai jamais franchi le pas? Tout simplement parce qu'effectivement, et c'était pas très courageux de ma part, j'avais peur de perdre ma liberté de parole, ma liberté de penser. C'est terrible, c'est terrible. Et dès cette période-là, on était, vous l'avez dit, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, cette hiérarchisation, cette dimension verticale des choses, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est là. Et moi, j'ai envie d'élargir un tout petit peu en parlant aussi d'institutions. Notre 5e République. On parle de crise de la représentation ou de la démocratie participative. Je crois que la crise, c'est déjà une crise de la démocratie de représentation. Tout ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire des gens qui se sont appropriés par leur statut social, par les réseaux, des postes d'hommes ou de femmes politiques, plutôt d'hommes politiques d'ailleurs, et qui l'ont, c'est ce que vous venez de dire, qui le sont accaparés. Et derrière ça, aujourd'hui, on a l'effet boomerang avec la volonté effectivement d'une participation. Encore faudrait-il qu'on retravaille, ça vient d'être dit à l'instant, sur cette dimension de la démocratie de représentation et la manière de faire vivre les institutions et les partis politiques. Merci. Alors, je vous en prie, Boris Vallaud. Non, juste, alors, même si c'est un usage assez confidentiel, il y a la possibilité de référendum dans les statuts du Parti Socialiste. Bon, je ne sais pas si ça a jamais été utilisé, je parle aux historiens du parti. Ça a été utilisé, dit l'historien en chef. Bon, du Parti Socialiste. Mais je ne suis pas au courant, parce que je suis tout jeune militant, en tout cas depuis 2 ans, c'est vrai que ça n'a pas été le cas. Non, je rebondis juste sur la question des institutions, et un sujet qui est sans doute plus spécifiquement français. Moi, je crois que la crise des partis politiques, elle est concomitante avec la crise de la Ve République. Je veux dire, on est à un moment d'essoufflement considérable de la Ve République. Je veux dire, nous le vivons dans l'espèce de pratique quotidienne du pouvoir qui est plébiscitaire.
On a évoqué les gilets jaunes tout à l'heure, on a eu le sentiment, en tout cas le gouvernement a voulu donner le sentiment qu'il était dans un exercice de démocratie participative avec beaucoup d'horizontalité, et en réalité on a assisté à une mise en scène du président de la République par lui-même qui était considérable. Il remontait ses manches et puis on avait 7 heures de one-man show pour en tirer à la fin la conclusion, les Français veulent plus de moi. C'est un peu singulier. Et donc ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on aura du mal à surmonter la crise des partis politiques, c'est-à-dire qu'ils posent la question de leur utilité, sans se poser la question de la réforme de nos institutions et de la place du Parlement. Aujourd'hui, on a cette 5e République à bout de souffle et on a une échéance vers laquelle tout se polarise, qu'on soit un parti ou un mouvement. À la fin, c'est l'élection présidentielle qui est structurante de la vie politique et plus encore avec l'inversion du calendrier électoral. Et donc, en réalité, ça thrombose tout. Quand on pense aux élections présidentielles, on se dispense bien trop souvent de penser à la rénovation doctrinale. On n'est pas devenu... Enfin, on était des partis de projet, on est devenus des partis de programme. Mais vous voyez bien aussi que toute cette crise, elle est concomitante enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas à une ère non seulement d'individualisme, mais de fin des idéologies. Sans doute qu'on n'a pas pris la juste mesure de ce qu'avait signifié la chute du mur de Berlin en termes de déstabilisation de cette fin de l'histoire pour la gauche, quoi. On s'est retrouvé quand même démunis dans une certaine façon dans notre combat. On a raté le tournant de la mondialisation, de la réorganisation du capitalisme, du changement climatique, et on en est là aujourd'hui. Et donc, si on ne reprend pas la main, si on ne redonne pas de la puissance à la politique, si on ne dit pas aux gens, s'engager, ça sert à quelque chose. Dans les partis comme dans les associations. Mais concrètement, on fait comment, Boris Vallaud? J'entends ce que vous dites. Ça fait 30 ans la chute du mur de Berlin. D'accord. Mais concrètement, on fait quoi? En l'occurrence, par exemple, sur la réforme institutionnelle, pour ce qui me concerne, je plaide très clairement pour un régime qui soit un régime parlementaire. Ouais. Ça veut dire qu'on doit dévitaliser les pouvoirs du président de la République. Alors ça veut dire que qu'on les rééquilibre au profit du Premier ministre, et qu'à un moment donné, il y a une forme de responsabilité. Et donc, on fait une coalition avec l'extrême droite, au hasard. Mais pourquoi? Je sais pas, parce qu'avec 25% des Français qui votent potentiellement à l'extrême droite, ça veut dire que dans un système parlementaire, ou alors vous faites un blocage à l'image allemande et vous mettez 6 mois à créer une coalition. Vous savez, on peut... Je vous pose la question. Vous confondez là les modes de scrutin. Vous savez qu'on peut être un régime avec un Parlement beaucoup plus fort sans renoncer au parlementarisme rationalisé. D'accord. Je dis juste que quand on a un président de la République qui dit qu'il vient de me chercher, quand il sait que personne ne viendra le chercher parce qu'il n'est responsable, il est à la fois responsable politiquement de tout, mais institutionnellement responsable devant personne, c'est un problème. Et quand je décrivais nos nuits à l'Assemblée nationale, on se demande à quoi on sert, à quoi sert ce Parlement, et que la réponse qui nous est faite, c'est que vous êtes un Parlement pléthorique et lent. Non, on est un Parlement faible dans une grande démocratie. Et c'est un problème. Clémentine, attends. Moi, je suis tout à fait d'accord sur l'objectif d'un nouveau souffle pour une nouvelle République, ne serait-ce que parce qu'il y a une défiance qui est maintenant magistrale entre l'écrasante majorité des Français et les institutions, et d'ailleurs toutes les formes de médiation. On parle des partis, on parle de la 5e République, on pourrait parler aussi des syndicats. Donc on est bien dans un moment où, de toute façon, si on ne renverse pas la table pour dire maintenant on se remet à plat, on discute et on voit comment on refonde nos institutions, ce qui est vrai aussi par exemple pour le rapport aux médias. Je veux dire, la défiance des Français à l'égard des médias, c'est une extrême mauvaise nouvelle pour la démocratie. Donc soit on a un débat là-dessus et on se dit comment on revitalise, comment on donne du pluralisme, comment on sort d'un système dans lequel vous avez 10 milliardaires qui possèdent 90% de la presse quotidienne, c'est quand même un problème majeur sur le plan démocratique. Justice, même topo. Donc tous ces corps intermédiaires sont aujourd'hui dans un état de défiance, donc ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est la première chose et je partage. Dans le même temps, pour ce qui est de notre camp politique, de notre famille politique au sens très large, de ceux qui veulent une transformation sociale et écologiste, il me semble vraiment que le problème, et tu l'as dit d'une certaine manière, c'est que même si on change de modalité de fonctionnement, la question qui nous est posée, c'est comment on arrive à énoncer un nouveau tout qui recrée une espérance et l'idée que, oui, avec ce projet-là, avec ces gens-là, il va y avoir la possibilité d'améliorer nos vies. Et si les jeunes n'ont pas confiance dans les partis, c'est parce qu'ils ont le sentiment que quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas amélioré nos vies. Je veux dire, c'est quand même la clé centrale. Donc, notre question, c'est une fois au pouvoir, quelles seront les garanties que nous pouvons donner de telle sorte qu'en effet, on va relancer le progrès social et écologiste et être capable d'affronter tu l'as dit, hein, je veux dire, on est dans un monde de globalisation néolibérale, on est face aux défis climatiques et la France. Mais ça, Clémentine Autain, vous parlez des plus jeunes. Les plus jeunes, ils ont vu peut-être leurs parents, leurs grands-parents s'engager et ils ont vu trahison sur trahison. Comment est-ce que vous pouvez faire
que ce lien de confiance, en fait, qui est élimé depuis plusieurs générations, il va se recréer. Mais quiconque vous dirait, quiconque responsable politique vous dit, écoutez, moi j'ai la solution pour répondre à votre question, mais moi je commencerai à m'inquiéter. Parce qu'aucun n'a la réponse. Strictement aucun n'a la réponse. Et la réponse, justement, c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité et s'écouter, se respecter et ouvrir les portes, les fenêtres, inviter des syndicalistes, des associatifs, tous les gens, des citoyennes, des citoyens qui veulent en découdre avec ce duopole. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut impérativement qu'on se parle et qu'on dénoue. Parce que la seule force qu'on a, c'est notre diversité, notre nombre, notre énergie et notre pugnacité. Et il n'y a pas une personne ou un courant politique qui va dire regardez, nous on a la réponse, venez nous tous derrière mon panache blanc et ça va bien se passer. La réponse, c'est chacune et chacun dans cette salle et en dehors de cette salle qui l'avons, à la condition que nous soyons capables de mettre en mouvement des lieux, des forces qui font vivre ce pluralisme et cette intelligence collective. Et alors là, à mon avis, on peut rouvrir l'espoir. Monsieur. Merci. Alors, en fait, je voudrais revenir sur la question entre le lien entre parti et démocratie. Et on a beaucoup parlé de l'exemple américain, mais je pense que l'exemple anglais est beaucoup plus intéressant actuellement. C'est-à-dire que là, actuellement, le Premier ministre est en train d'être élu pour une question capitale qui est comme le Brexit. Et donc, ce sont des membres, même des hauts membres du Parti conservateur, c'est-à-dire qu'une centaine concrètement de vieux réacs décident pour tout un pays constitué de jeunes, tout ça, au sein du Parti conservateur. Donc en fait, je pense que les partis, notamment à travers leur fonctionnement, ne mettent pas en avant toujours la démocratie, notamment à travers cet exemple qui, pour moi, est absolument central dans les partis. En fait, on a vu ça comme des espèces de grosses structures qui, à travers, par exemple, le parachutage de nombreux membres, presque nuisaient à la démocratie. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'en France, les deux partis historiques, maintenant, sont à même pas 7%. Lénie ou Elliot, là-dessus? Je vais répondre là-dessus et aussi je voulais rebondir un peu sur ce qu'avaient dit Roxane et Boris Vallaud. À propos de la démocratie dans les partis, moi vraiment je pense que c'est pas fait pour ça en fait. C'est pas fait pour ça et je suis désolé mais trancher des désaccords et des programmes en interne d'un parti, ça crée des structures introverties et non extraverties où on sait très bien, les directions, il y en a assez peu qui ont été renversées dans l'histoire des partis politiques, ont la main sur l'agenda, ont la main sur quand est-ce qu'on fait un congrès, quand est-ce qu'on fait des débats, quels sont les termes du débat. Il y a tout un tas de mécanismes en sciences politiques qui ont été décrits très longuement sur comment une direction peut tout à fait faire une sorte de démocratie fictive dans un parti politique. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut être donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de démocratie, selon toi, possible dans un parti. Comme dans n'importe quelle il y a même pas organisation. Ce que dit Roxane, en fait, il n'y a même pas à s'emmerder à essayer de débattre, parce qu'il n'y a pas de démocratie possible. C'est pas là que ça se tranche. C'est terrible. Bah oui, c'est comme ça. Désolé, c'est un peu cynique, mais voilà, moi, j'y crois pas une seconde, et c'est pour ça aussi que je suis pas dans un parti politique. C'est parce que voilà, je sais très bien qu'il y a une direction et c'est elle qui décide. Sur la question de la 5e République, ok, très bien, la 5e République a aussi et fait partie dans son fonctionnement de la crise de régime, mais il ne faut pas qu'on oublie que la question de la déformation du pouvoir de l'exécutif par rapport au pouvoir du Parlement est une question européenne. Et elle est partagée aussi dans des systèmes parlementaires où l'exécutif a de plus en plus de poids et le Parlement a de moins en moins de poids. Pour quelle raison? Quel est le pouvoir fondamental d'un Parlement? De voter sa loi de finances. Ok, bon, maintenant il y a quelque chose qui s'appelle le semestre européen, des traités budgétaires qui fixe un calendrier extrêmement clair, extrêmement contraignant, avec des allers-retours très précis entre les ministères et la Commission. Et tout ça rythme désormais la vie annuelle pour les parlements et les gouvernements. Aujourd'hui, le cadre européen fait que de toute façon les pouvoirs législatifs ont été complètement dévitalisés. Donc on peut changer de république et passer à un régime parlementaire, ça ne changera rien de ce point de vue si on continue à fonctionner de cette façon au niveau européen. Bref, j'ajouterai une chose qui est que moi Ça c'est quand même spécifique à la loi de finances. Enfin, le semestre européen c'est spécifique à la question budgétaire. Bien sûr, mais l'exécutif empiète sur le législatif, y compris quand c'est des régimes parlementaires dans tout un tas de domaines, mais la loi de finances, on a quand même inventé les parlements et la démocratie pour voter le budget. Il y a un lien intrinsèque entre l'émergence de la démocratie et la prise de pouvoir de la souveraineté populaire sur la question du budget. Bon, ensuite, sur la question de la forme du régime, les régimes parlementaires sont en fait des régimes de consensus au centre. Si on veut vraiment changer les choses, moi je ne suis pas spécialement favorable à ce qu'on revienne à un régime comme le régime allemand ou comme le régime espagnol où on met des mois et des mois et des mois à former un gouvernement.
Et en l'occurrence, on voit que ces régimes ne sont pas plus épargnés par la crise des partis politiques. Cette espèce de vague destituante, elle a touché l'Espagne. Et quelle est la situation du SPD en Allemagne, qui est quand même un parti qui a eu un poids énorme dans l'histoire politique de l'Allemagne, dans le maillage institutionnel, dans le maillage de la vie quotidienne des gens, dans les entreprises, partout. Ce parti est désormais à entre 11 et 13% dans les sondages. Donc cette vague-là touche tous les régimes, mais de façon un peu asymétrique. Donc je ne crois pas que voilà, moi je suis un peu désabusé parfois dans la façon dont je parle, mais je ne crois pas que ça changera quoi que ce soit. Voilà, je suis désolé. Elliot, rapidement, et ensuite on repasse à la salle. Ouais, sur cette question de base qui est de savoir est-ce que les partis servent encore à quelque chose, je pense qu'effectivement, tant qu'on n'a pas restauré ce lien presque synalagmatique, cette réciprocité dans le rapport de confiance, effectivement, les partis politiques sont inopérants, sont inefficaces. Donc c'est la priorité, c'est effectivement qu'on voit quel fonctionnement, quelle temporalité, pour qu'ils retrouvent un rôle, en tout cas dans ce qui nous concerne, ce qui est de dire comment est-ce qu'on aboutit à la transition écologique, sociale, comment est-ce qu'on prend le pouvoir. Eh bien, il faut d'abord qu'on restaure ce lien de confiance pour qu'on soit en capacité de gagner, de prendre le pouvoir. Et en attendant, s'appuyer effectivement sur la société civile qui, derrière, n'attend pas cette phase de restauration. Et ce qui nous a un peu ralenti, c'est qu'on a été dans une création et dans une réponse extrêmement dans l'urgence à essayer de proposer la solution. Et on voit bien le nombre de partis qui se sont créés. Ne prenons que les partis écologistes. Il y a un nouveau parti écologiste qui s'est créé tous les ans depuis 10 ans, quoi, et qui n'arrive pas à déplacer, à prendre le leadership d'Europe Écologie Les Verts, par exemple. Et donc on a été dans cette urgence-là de créer des solutions de court terme qui n'interrogent pas le problème fondamental qui est ce lien et cette théorie du changement, cette croyance sur la capacité de changement des structures politiques au moment des élections. Et pour revenir sur un point de détail, en 1950, quand même, Simone Veil, la philosophe, en 1950, publiait la note pour la suppression générale des partis politiques, 1950, où elle décrivait exactement comment est-ce que les partis entretenaient les passions collectives, l'aveuglement collectif, et elle propose un modèle très différent qui est un système de revue. Donc en fait on revient un peu à l'idée des think tanks ou à l'idée d'un archipel qui propose des idées, qui forment des gens et qui derrière arrivent à se mettre ensemble de manière purement opportuniste quand on a une bataille très claire à gagner et quand on a un jeu d'alliance objectif pour remporter la bataille. Donc ça, dans cette configuration, ça veut dire que les partis finalement n'ont plus besoin d'exister. On se met ensemble selon le programme, le projet, un système de liste en fait. Propose des idées, forment leur cadre, forment leurs militants, et puis propose des stratégies pour ensuite se mettre d'accord au moment où on a des échéances collectives. Ouais. En un mot, Clémentine Autain, parce que je repasse à la salle. Non mais vraiment, en un mot, juste pour dire que je suis pour cet archipel et donc quelque chose qui soit beaucoup plus en mouvement avec différents acteurs dedans. Mais enfin, je réagis à ce que dit Lénie, et là c'est un désaccord assez profond. C'est l'idée qu'on pourrait avoir de l'organisation politique qui explique très tranquillement qu'il n'y a pas de démocratie chez nous. Je ne vois pas comment on peut être crédible à expliquer ensuite, mais vous inquiétez pas, on va faire la 6e République et on va organiser la démocratie dans le pays. Et ça, c'est une vraie contradiction. Donc moi, je suis tout à fait lucide sur la reproduction des appareils sur eux-mêmes et les directions, même si parfois elles peuvent être bouleversées. Regarde le Parti Socialiste, ils ont fait des primaires. Bon, il se trouve que c'est Benoît Hamon qui est sorti du chapeau. Franchement, c'était pas tout à fait le souhait de la direction. Donc, il peut arriver dans... Non, mais je ne suis pas en train de faire ni l'éloge des primaires comme le NEC plus ultra qui règle toutes les questions démocratiques, mais je veux juste dire qu'il faut qu'on invente des formes démocratiques nouvelles, mais en tout cas, on ne peut pas se passer de la démocratie pour faire vivre nos espaces de délibération sur le programme, mais aussi sur la stratégie, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait juste un tout petit noyau de direction qui décide seul de ce qu'il donne à voir, de son profil politique, des orientations stratégiques. On a bien Moi, en saisi. tout cas, je ne le crois pas. Merci. Merci. Oui. Merci. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que disait Elliot. Du coup, tu as un peu précisé la question que je me posais. En fait, ma crainte, ça renvoie à ce que tu disais, Nora, aussi, c'est quand même vachement plus facile et sexy, en fait, la société civile. Et en fait, là, actuellement, on n'a vraiment pas le temps. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que chacun se retranche dans sa zone de confort. C'est-à-dire que la société civile reste tranquillement société civile, c'est-à-dire éminemment politique, mais surtout apartisane. Donc, on va pas trop
prendre de risques. Or, aujourd'hui, le sujet, c'est de faire en sorte que les jeunes s'engagent en politique et que justement, on prenne le pouvoir et on remplace ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout mis en difficulté, puisque personne n'a l'intention de prendre sa place parce qu'il est trop bien dans sa zone de confort. Donc, en fait, je pense, et par ailleurs, j'ai peur qu'on fragilise la démocratie à force de recréer des nouvelles structures qui ne sont pas claires, juste sur leur intention. Donc voilà, si tu pouvais peut-être encore un peu plus préciser ton projet, merci. Ouais, très très rapidement du coup, moi je pense qu'en tant que structure, on a besoin d'être clair sur nos intentions et de dire le pouvoir qu'on va accumuler, la puissance qu'on va accumuler parce qu'on va avoir une audience, parce qu'on va avoir une légitimité, on ne va pas l'utiliser pour que je sois candidat aux prochaines élections. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on multiplie des structures qui assemblent la confiance des citoyennes et des citoyens pour derrière porter des trajectoires individuelles. En revanche, nos membres, ils sont fluides. Et on est très clair sur l'idée que s'ils veulent être candidats, c'est pas à travers le mouvement. En revanche, eh bien nous, on est en appui, et c'est ce qu'on fait sur les municipales par exemple. On ne présente pas de candidats. En revanche, on va accompagner une centaine de villes sur la question des luttes locales. On va outiller des collectifs locaux parce qu'on pense que les luttes locales, les sites polluants, les grands projets imposés et inutiles sont des sujets qui peuvent déterminer l'issue de l'élection au niveau municipal. Et là, on va se mobiliser, mais sans dire de voter pour une personne. En revanche, en étant très clair sur l'idée que l'élection municipale, elle permet d'avoir une issue sur ces sujets-là. Et la mobilité, elle se fait pour nos membres, parce qu'effectivement, eh bien, notre mobilisation sur les luttes locales, ils vont la traduire dans leur vote sur des candidats qui vont leur permettre d'avancer sur ces sujets-là. Oui, mais alors du coup, pour prolonger vraiment une minute, ça veut dire qu'on crée des listes citoyennes finalement qui ont un but qui est celui-ci, sur une dimension locale territorialisée. À quel moment, en fait, on passe à l'étape supérieure ? Au contraire, moi je pense que les listes citoyennes, c'est une énorme fumisterie, parce que c'est un candidat de plus, une candidate de plus. On l'a vu à chaque fois qu'on a essayé de le faire. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte la réalité du terrain, et c'est pour ça que, mine de rien, les primaires ont un sens, et que la primaire de 2017, elle a un sens, c'est qu'elle permet d'enlever des candidats. Et notre enjeu, c'est pas de rajouter des candidats, parce que sinon, eh bien, on rajoute du choix, on rajoute de la complexité. Donc, les listes citoyennes, non, mais l'action citoyenne, oui, pour permettre de gagner des élections, et que les élections soient gagnées par des partis qui arrivent à se mettre d'accord, et qui arrivent à prouver leur sincérité dans l'exercice du pouvoir collectivement. D'accord. Monsieur. Merci. Je relis le thème. Les partis politiques servent-ils encore à quelque chose? Donc je vous entends parler de tout à l'heure, il y a des brillants orateurs de tous les côtés, ça m'enchante. Mardi dernier, dans une grande ville du Cher, je tombe sur un carrefour où il y avait 48 militants de la CGT qui étaient allongés par terre, en train de se battre pour leur hôpital, dont les urgences sont largement sous-dotées. Il y avait l'année dernière 8 urgentistes pour 24 au mois de juillet et août. Et là, évidemment, les urgences sont surchargées, comme dans quasiment tous les hôpitaux français, pour ne pas dire tous. Je ne parle pas des EHPAD, mais je me situe là. J'arrive à ce carrefour et je vois ces gens. Je discute avec eux, bien sûr, parce que je sympathise avec ces gens-là. Et puis, je m'étonne de l'absence de personnel politique. Ni rose, ni rouge, ni vert, ni blanc, ni bleu marine, encore moins. Eh bien, écoutez, là, je me suis dit, il doit se passer quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque le politique ne se sent pas concerné par ces luttes syndicales, dans laquelle, d'ailleurs, il n'y avait que la CGT qui était présente sur le terrain, et je ne pense pas que les Français soient constitués uniquement de personnes de la CGT ou bien d'un tel ou tel parti politique, quand on n'est pas capable de se battre sur un objectif de défendre des services publics de cette importance dans le pays, que fait-on? Que fait la politique, quelle que soit sa couleur? Où sont-ils? Où sont-ils pour ce combat majeur? Ici, on va tous y passer un de ces jours. En attendant, on a besoin des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien, on ne se bat même pas. Moi, je vois des objectifs publics, il n'y a personne. Les assos de temps en temps. Rien. J'entends du discours, j'entends des produits de facteurs, des élucubrations philosophiques. Je vois rien. Je sais qu'ici, malheureusement, et heureusement d'ailleurs, il y a des gens qui se battent. Madame Autain, que je respecte infiniment, et d'autres, Monsieur Vallaud de même, pour ceux que je connais du moins. Eh bien, au moins, quand je pense à nos anciens qui se sont battus pour mettre la sécu en route, on laisse tout disséminer, tout s'en va, personne ne bouge. Où vont les politiques? Que font-ils? Et dans quels termes sont-ils avec le rapport qu'ils ont avec le peuple qui les a mis au pouvoir, si ce n'est aujourd'hui, au moins par le passé? Et là, on est en train de se battre pour des bagarres d'appareils. Les socialistes et la gauche a perdu les dernières élections. Pourquoi donc? Parce qu'ils étaient divisés. Alors, je comprends les divisions. On n'est pas idiots. On n'est pas tous des crétins, même ici. Mais franchement, c'est absolument inimaginable que des politiques ne se mettent pas devant sur ce genre de combat. On attend quoi?
c'est pas un combat qui vaut la peine, ça. Est-ce que je peux juste répondre, ou essayer de te répondre? Tu dis il y avait donc une quarantaine de militants de la CGT. 48. Bon. Moi j'ai manifesté, mais comme Clémentine, comme beaucoup d'entre nous, par exemple devant la préfecture avec les syndicats de retraités, contre l'augmentation de la CSG. Il y avait nous, mais il n'y avait pas de retraités. J'ai manifesté devant l'inspection d'académie contre les fermetures de classes. Il y avait quelques élus, il n'y avait ni parents d'élèves, ni enseignants. Ce que je dis, c'est que j'ai eu cette discussion notamment avec les Gilets jaunes et les stylos rouges dans une réunion publique où ils étaient tous ensemble et où les stylos rouges se faisaient traiter de nantis par les Gilets jaunes. Et j'aurais raconté ça, j'ai dit aux stylos rouges, on avait les mêmes préoccupations, les mêmes combats. Je me serais senti plus fort si vous aviez été là. Et j'ai dit aux Gilets jaunes, parce qu'ils m'interpellaient sur la CSG, j'ai fait cette manifestation-là. Le problème, c'est que c'est l'individualisme qui était évoqué par Lénine dans cette période. On a besoin de tous se retrouver autour de ces combats-là. Mais au premier chef, j'allais dire, le citoyen électeur qui doit retrouver la conviction que son vote sert à quelque chose, que l'engagement sert à quelque chose, qu'il soit syndical ou qu'il soit partisan, qu'il soit associatif ou qu'il soit un militantisme de cause. On avait imaginé qu'au lendemain des Gilets jaunes, il y aurait une forme de déferlante dans les urnes. Il y a eu une augmentation de la participation, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter parce que malgré tout, ils considèrent que ça ne sert à rien. Quand je vais sur le marché, je l'ai dit tout à l'heure, pour faire signer sur le référendum, les gens me disent on est contre la privatisation d'ADP. Et je leur dis vous avez signé pour le référendum? Non, ça va servir à rien. Et là, le boulot, c'est de leur dire mais non. Vous connaissez la formule, quoi. La démocratie s'use que si on ne s'en sert pas. On en est un peu là. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait d'autres syndicats, qu'il y ait des médecins hospitaliers, qu'il y ait des infirmières, etc. qu'on soit tous là. Oui. Certes. Roxane. Oui, je serai brève, mais alors, très bonne interpellation parce qu'on est là, on a des mots, on théorise. Bien sûr que le cœur de la reconquête, de toute manière, le sens d'un parti politique, c'est d'être présent dans l'ensemble de ces mobilisations citoyennes. Et j'ai aucun doute sur le fait que toutes et tous, on est présents pour bien sûr défendre les grèves illimitées dans les hôpitaux, parce qu'il y en a dans un certain nombre d'hôpitaux, pour défendre les services d'urgence, pour défendre, par exemple, les maternités. Celle de Creil vient de fermer encore, malgré les mobilisations. Mais j'irai même plus loin. Il nous faut des victoires. Nous sommes face à un gouvernement qui n'apporte aucune réponse politique à toutes les manifestations que nous faisons. On a manifesté contre les ordonnances Pénicaud. Nous avons perdu. On a manifesté contre la réforme du statut des cheminots. Nous avons perdu. On a été manifesté contre la fermeture des petites lignes de train. Donc, pour défendre les services publics, nous le faisons partout. Maintenant, et c'est ça l'enjeu aussi, ça va être de gagner pour aller sur le terrain institutionnel aussi les battre. Les deux sont liés. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que tant que nous n'aurons pas ces victoires, ça va être très compliqué, parce que nous avons face à nous un gouvernement qui, il faut le dire, là, je vais être un peu radical, mais qui là envoie des policiers pour gazer des militants écolos. Ouais. Voilà. Ça, c'est la réalité. Nous avons les conséquences quand même de la manif des Gilets jaunes, c'est que nous avons des gens mutilés, éborgnés, qui envoient une réponse de la violence parce qu'ils veulent esquiver la réponse sur le terrain du politique. Mais justement, Roxane, là-dessus, pardon, je vous coupe, mais ça fait des dizaines d'années qu'on manifeste. On a pu être des millions. On se souvient tous des manifestations contre la réforme des retraites de Fillon. On en a perdu des jours. Moi, j'en ai perdu. Beaucoup. Et on a manifesté. À un moment, il y a une fatigue de la manifestation. On voit bien que ça ne fonctionne plus. Est-ce que ça aussi, au même titre que les partis, peut-être qui sont quelque chose de l'ancien monde et qui ne sont pas démocratiques, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle manière, en fait, de nouvelles formes d'action collective pour changer les choses? Là, vous nous dites qu'il faut des victoires. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de victoire. Donc comment est-ce qu'on crée les leviers de ces victoires? Mais en 2012, il y a eu des victoires. Alors, allez-y, prenez le micro. En 2012, on a eu des victoires électorales, je parle de la gauche. Et qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça qui est difficile. On n'est plus crédible. Oui, on ne peut plus dire donnez-nous le pouvoir, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas vrai, on l'a fait il y a 5 ans. Et on voit la catastrophe, ça s'est encore empiré. Oui. Donc c'est ça qui est difficile à détricoter, à pouvoir expliquer. Et là, je ne sais pas. Bon, franchement, moi je suis un peu pessimiste, mais bon, je ne sais pas comment on peut redonner encore confiance au pouvoir politique à la gauche. Va falloir avoir des petites victoires pour avoir la grosse. Et là, il faut se mettre tous ensemble, il n'y a pas d'autre solution.
Non mais exactement, enfin, c'est un parfait exemple. Il y a un cynisme. Là, on est face à un exercice de crédibilité aussi, à gauche. Mais alors moi, je ne m'attendais pas pareil en 2012 à avoir à manifester contre la déchéance de nationalité. Je ne l'avais pas vu venir. Voilà. Vous n'aviez pas vu venir Manuel Valls? C'est étonnant. Malheureusement, je ne l'avais pas vu venir en 2012. Non, voilà. Non mais c'est ça aussi l'enjeu. Maintenant, nous sommes dans une période où l'enjeu, c'est la reconquête. Faire en sorte aussi que nous soyons toutes et tous responsables. Et là, j'attire votre attention sur une chose, c'est que les responsables politiques sont les plus invités sur les plateaux télé, dans les médias, et que ça doit être une manière de valoriser l'ensemble des combats qui sont faits par les ONG, par les syndicats, par l'ensemble de la société civile aujourd'hui, et que la crédibilité et la confiance, nous ne la gagnerons qu'en étant présents au quotidien et qu'en prouvant la sincérité toutes et tous de nos combats. Donc c'est ça l'enjeu. Le jour où on arrivera à faire collectivement cet exercice, déjà ce sera beaucoup mieux. Et là, je réagis parce que Boris posait la question. Boris dit qui ici a été signé le référendum d'initiative partagée pour ADP. Alors, voilà. Alors déjà, ça fait pas le plein. On ne vous stigmatise pas, mais vraiment faites-le quoi. Faites-le, c'est hyper important et c'est ça des victoires. Le jour où nous en aurons d'autres. L'enjeu maintenant, ça va être une bonne fois pour toutes d'infliger une raclée à Emmanuel Macron sur le terrain électoral et dans les urnes. Alors l'année prochaine, on recommencera la même chose peut-être. Imaginons qu'en 2020, on se retrouve la même chose. On dit plein de choses extraordinaires et on dit on va se mettre ensemble. Mais on va recommencer l'année suivante. Vous êtes plusieurs responsables de partis. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas d'accord avec le parti et qui le disent. Hein. Mais de temps en temps, il faut aussi se mélanger. Bon, je dis un tout petit mot de mon âge quand même. Hein. Moi, j'ai 59 ans de parti socialiste jusqu'à hier. Jusqu'au début de l'année où j'étais chez Benoît Hamon. Mais bon, rappelons-nous quand même, excusez-moi, moi j'ai vécu une fois où le PSU faisait 3%, le Parti Socialiste faisait 5%, il y a longtemps. Et on est arrivé en 81, et le programme qu'il y avait en 81, de mon point de vue, il a sacrément été discuté et il était bon, à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on discute des choses, on a raison puisque la preuve, j'ai lâché. Mais moi, je suis pour que les partis, appelons ça, comme vous voulez, hein, appelez ça, changeons de nom, peu importe, pour que les formations politiques se regroupent ensemble. Parce que si on n'a pas gagné, qu'est-ce qu'on va faire? Des idées. Mais alors du coup, restez avec moi. Vous avez donc, vous vous souvenez de 81, mais comment vous avez pris le tournant en 83? J'étais avec Chevènement, c'était pas drôle. C'est vrai que la vie, elle est comme ça. Mais en 81, il y avait quand même beaucoup de choses. Voilà. Alors moi, je trouve ce genre de réunion très intéressante. Nous sommes tous des gens informés. Et les partis, je trouve qu'on est en train de discuter des partis politiques. C'est très bien, il faut qu'ils soient puissants, moins nombreux, plus forts, mais on est en train de passer, on passe à côté de la misère, de la souffrance et de la détresse des gens, des gilets jaunes. On a vu le film « Je veux du soleil », c'est quelque chose de bouleversant. Et on est en train de parler politique, appareil d'État et tout ça. On est vraiment très très loin de la réalité française. Où sont les classes populaires? Oui, justement, je vous remercie de votre question qui rejoint, pour moi, la vôtre aussi. C'est-à-dire que les gilets jaunes, précisément, moi je viens d'une famille politique, je vous assure, sur les ronds-points, les députés, les élus de notre famille politique, comme sur les urgences, on est un peu les kangourous des luttes, on est toujours très 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 présents. Et on voit d'ailleurs ces derniers temps davantage de socialistes qu'on en voyait dans d'autres périodes. Et je m'en félicite parce que je pense que c'est important que l'ensemble des élus qui se réclament de la gauche se retrouvent concrètement aux côtés des luttes sociales et des salariés et des gilets jaunes. Mais la leçon que j'en tire également, c'est la limite de ça. C'est-à-dire qu'on peut être matin, midi, soir, avoir fait tous les ronds-points. Regardez, la France Insoumise, tous les ronds-points, tous les samedis, il y avait des députés de la France Insoumise qui y étaient. On a fait 6,3%. Donc la seule chose que je veux dire, c'est qu'il faut être dans les luttes parce que c'est juste. Il faut être dans les luttes parce que ça nourrit notre cerveau, notre proposition politique. Mais ce qu'attendent les gilets jaunes, les urgentistes,
tous ceux qui sont dans la galère, ceux qui n'y arrivent pas, les familles monoparentales qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ceux qui se prennent sur la tête, là encore une baisse des APL, et j'en passe, ces gens-là, ce qu'ils attendent, c'est une espérance, c'est-à-dire de voir comment on arrive à dessiner une perspective où ils se disent, eux, ils peuvent prendre le pouvoir et ils peuvent modifier les politiques qui sont menées. C'est ça qu'ils attendent de nous. Et moi, je pense que... Eh bien, je voudrais juste faire remarquer que Marine Le Pen, on ne l'a pas beaucoup vue dans les ronds-points, et elle a réussi à engranger par la proposition politique qu'elle a fait qui se crédibilise. Non, mais c'est dramatique, hein, qu'on entende bien, je ne suis pas en train... Ils y étaient sur les ronds-points ? Non. Je ne parle pas des militants d'extrême droite. Ils n'y étaient pas plus, pas moins que des militants de la France insoumise. Je vous assure que la façon dont ils s'y sont pris, avec la force qu'est la leur aujourd'hui et leur ancrage, je pense qu'ils ont une longueur d'avance que nous n'avons pas en termes de crédibilité de projet. Donc la seule chose que je veux dire, c'est que si on veut répondre à la misère, à la désespérance, aux situations sociales et à tous ceux qui luttent, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on soit capable de faire des passerelles et pas des murs entre nous, et qu'on soit capable de mettre sur pied une proposition politique et une force suffisamment vaste, large, pluraliste, parce que c'est ça qui donnera la capacité de gagner et de déjouer ce fameux duopole qui fait si peur, qui nous menace et qui crée du désespoir. Moi, je pense qu'on a de l'énergie pour ça, mais il n'y aura pas de raccourci, hein, pour la raison que, par exemple, vous disiez, madame, moi je vois chez mes camarades, vis-à-vis des socialistes, c'est pas facile, parce que l'ère Hollande, elle est récente. Donc on ne peut pas non plus, en un claquement de doigts, régler des problèmes politiques qui nous sont posés et qui sont profonds. Le rapport à l'Europe, le rapport à comment on combat la globalisation financière, comment on reformule un nouveau tout ça, ça se fait pas en claquant des doigts, mais par contre, moi j'ai le sentiment qu'il y a dans le pays de l'énergie, de la résistance, des forces qui sont disponibles pour faire ce travail, et si on se regarde pas en chien de faïence, et si on s'insulte pas du matin au soir, et qu'on est capable d'avoir des lieux comme ça pour se parler, moi j'ai confiance, on peut bâtir cette espérance nouvelle. Alors je vois tous vos doigts qui se lèvent, mais on va prendre une salve de 2-3... Oui, moi c'était pour réagir par rapport au fait que les partis n'est pas... Certains ont dit mais on méprisait les gilets jaunes. Je ne pense pas que les partis méprisaient les gilets jaunes. C'est juste qu'ils ne nous ont pas compris ou qu'ils n'étaient pas en adéquation avec le mouvement, et surtout ils n'avaient pas de solution ou de proposition audible à apporter parce qu'ils n'avaient pas de vision à offrir. Alors, quand on les traite de factieux, si c'est pas du mépris, c'est quoi? Il y a quand même des partis qui les ont traités comme ça. Ils sont fait traiter de fascistes. Si on accepte le LREM, je veux dire, qui est le parti au pouvoir, mais les partis de gauche, mais même de droite, je veux dire, globalement, n'ont pas méprisé les gilets jaunes. Ils ne les ont juste pas compris, ou pas, surtout, je reviens à l'idée n'ont pas posé de solutions concrètes, audibles. Donc, pour avoir un débouché là-dessus, une fois qu'on a fait ce constat qu'on ne partage pas forcément tous, mais comment on a des propositions, et surtout, parce que moi je ne comprends pas, Clémentine, comment on passe de l'archipel, qui est une espèce de galaxie de micro-partis, parce que c'est ça en fait finalement, des partis très affaiblis, à quelque chose qui a des solutions, qui arbitre, parce que finalement la force d'un parti qui est et qui reste, et moi je ne suis pas d'accord avec toi Lénie, mais qui est une organisation démocratique globalement. Moi je suis au Parti Socialiste, et le camarade qui en est parti dit que le parti construisait politiquement, mais aussi démocratiquement des programmes dans les années 80. Bon, ben le parti, ça sert à ça. Donc comment on fait dans un truc archipel où personne n'est ensemble, donc, du coup, parce qu'on veut rester dans son parti, pour arbitrer de façon démocratique et délibérative? Si je peux répondre sur les gilets jaunes quand même, parce que franchement là je suis vraiment pas d'accord. Je me rappelle très bien du premier mois quand la vague des gilets jaunes a commencé à monter. Peut-être que ma timeline Facebook déforme un peu ma vision, j'en sais rien, mais le nombre de militants de gauche qui traitaient les gilets jaunes de fascistes, je suis désolé, mais il y en avait énormément, et ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la rétractation sociologique des partis politiques. On voit très bien que le soutien aux gilets jaunes était fonction de la classe sociale aussi, et que dans les partis politiques il y a beaucoup de CSP+. Je suis désolé, et qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ces formes-là, deux, que la gauche ne comprenait pas les mots d'ordre, ne comprenait pas les façons de faire, que ça échappait à leur contrôle et au mode traditionnel institutionnalisé des manifestations et des mobilisations. Et on voit, c'est pareil pour les syndicats, je suis désolé, mais le retard des syndicats sur le soutien aux gilets jaunes, c'est incroyable quand même. Enfin, à un moment donné, il faut avoir cette lucidité pour... pas pour faire son autocritique maoïste, mais pour se dire mais qu'est-ce qui bug à quel moment ça bug dans le logiciel, et à un moment donné il faut
comprendre que c'est une des raisons aussi pour lesquelles les gens ne veulent plus entendre parler de certaines forces politiques. Donc voilà, après, et ça rejoint un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, puisque je parlais de force introvertie ou de force extravertie. Je dis, à gauche, on est quand même les rois de la création de normes qui nous éloignent des gens. Et je crois que ces espèces de petits débats, de virgules internes dans les partis politiques participent complètement à construire cette espèce d'enfermement mental. Tu parles des courants du PS ? Non, mais peu importe, dans tous les partis politiques. On est entre gens bien, on est gentils, on est bon, et on comprend plus ce qu'il y a à l'extérieur. Je suis navré. Je sais que ce que bah bien sûr. Bon. Là non, mais non mais attendez, je sais très bien que ce que je dis est polémique dans cette salle parce qu'il y a beaucoup de militants, mais c'est une réalité que n'importe quelle organisation construit des identités politiques, y compris internes, et qu'elle éloigne des gens, et on le voit, et on peut pas faire comme si ça n'avait pas été le cas, notamment avec les Gilets jaunes. Donc voilà, à un moment donné, je crois que ces points-là ne servent pas à, comment dire, je suis pas là pour faire le procès des partis politiques. Je vous dis juste que non, c'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et donc pour savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut peut-être regarder lucidement la situation et qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est tout ce que je veux soulever. Et donc voilà, l'idée n'est pas d'insulter les partis politiques. Il y a déjà des tas de gens qui le font et donc ils n'ont pas besoin que je le fasse. Voilà, merci. Moi, je voulais faire un tac au tac là-dessus, parce que je suis pas du tout d'accord. Je pense que ce que tu décris comme dysfonctionnement, c'est des dysfonctionnements d'un groupe humain, quel qu'il soit. Et ça arrive en dehors des partis politiques, ça arrive pour Nuit debout, ça arrive chez les Gilets jaunes. Donc le problème, c'est pas dans la forme de parti, le problème, c'est dans la forme de plusieurs centaines de personnes qui essayent de tracer un horizon commun. Et ça, effectivement, c'est difficile. Et ça, effectivement, on se casse la gueule. Et ben, ne blâmons pas les partis, blâmons la difficulté qu'on a à bosser ensemble. Et quand on y arrive, c'est ça qui est difficile. Et quand on y arrive, ça fonctionne. Voilà. Boris Vallaud. Non, on arrête le tic-tac là. Il y a des groupes plus ou moins extravertis quand même. Ouais. C'était juste pour dire que j'allais rater mon train, mais c'était... Ah, vous allez rater votre train? Non, mais bah, filez alors. Non, mais filez, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai qu'on est un peu en retard. Voilà, c'est juste... non, d'accord. Ça. Mais ça me donne l'occasion de dire que je pense que la réaction des partis, comme des syndicats, c'est qu'ils n'avaient pas vu venir le truc, que l'étincelle, c'était Emmanuel Macron, mais que pour beaucoup d'entre nous, on avait bien conscience du fait que les difficultés, elles étaient dans la profondeur du pays depuis bien longtemps, et qu'elle était la somme de nos choix, de nos non-choix, de nos renoncements, de nos petites lâchetés, et qu'on en payait tous le prix, dans une forme de disqualification collective. Mais au fond, ce qu'il y avait d'intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il y avait des gens qui vivaient leurs difficultés comme un problème personnel, parfois un peu honteux, on n'en parlait pas à la famille, pas aux voisins, et puis ils ont mutualisé leurs problèmes. Et le mutualisant, ils étaient plus tout seuls, et ça devenait un problème politique. Et donc ça, moi, quand même, cette espèce de surgissement politique des citoyens sur les ronds-points, après il y a eu des débordements, bon, enfin moi, ce que j'ai vu dans les Landes, c'était ça, c'est pas aller plus loin que ça. Bah franchement, c'était quand même plutôt pas mal. Et quand on va sur les ronds-points, qu'il y a des gilets jaunes qui disent « Ah, on vous connaît, on est venu à votre compte-rendu parce qu'on rend des comptes, enfin en tout cas on essaie de rendre des comptes. C'est plutôt bien. Donc moi je leur dis, écoutez, si la politique peut être forte de votre mobilisation, tant mieux. Ensuite, juste parce que sur la question de l'archipel et de la façon dont on construit des compromis entre les uns et les autres, ça me paraît effectivement, en termes méthodologiques, il y a un travail sans doute à faire. Moi, j'ai jamais refusé ni le débat ni la confrontation. C'est pas la première fois qu'on débat notamment avec Clémentine. On se voit régulièrement. Bah, on a des accords, on a des désaccords. On les confronte, mais enfin, on continue de débattre. Tant mieux, quoi. On repart pas chacun dans notre coin en pleurant. Hein. Voilà. Ouais, rapidement. Alors, juste sur l'archipel, l'idée, c'est d'abord qu'on constate que les partis politiques, étant affaiblis, même si on faisait un cartel d'organisation dans la gauche écologiste, on n'aurait pas le compte. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Et qu'il y a besoin de chercher plus largement dans la société des citoyennes et des citoyens pour s'impliquer. Et si on va les chercher, on va se rendre compte qu'ils ont envie d'adhérer ou de prendre part au tout, et pas forcément de savoir s'ils vont prendre leur carte à tel parti, à tel autre, etc. C'est pas leur sujet. Donc moi, ce que je crois, c'est que cet archipel, il doit être vivant avec, autour des revues, par exemple, on en parlait, des espaces de réflexion, etc. C'est ce qui va faire sa vivacité. Des courants politiques, ce sont des partis politiques, des citoyennes et des citoyens qui adhèrent au tout, et ensuite, bien évidemment, et c'est mon désaccord avec Lénie, vous l'aurez compris, des façons d'élaborer de la décision collective. Je pense qu'on n'est pas condamné aux formes classiques. C'est-à-dire que souvent, à la France Insoumise, j'ai un débat avec Jean-Luc qui est bien connu maintenant, où on me dit « mais oui, mais dès que tu parles démocratie, on pense courant, bataille de congrès, etc. » Je pense que ça n'épuise pas les possibilités
de faire vivre de la décision collective. Ensemble, on a par exemple beaucoup pratiqué le consensus. La méthode du consensus dans un archipel, elle peut fonctionner. Et quand elle n'arrive pas à son terme, alors on a des méthodes de substitution qui peuvent passer par le vote, qui peuvent passer par le vote préférentiel, qui peuvent passer... Le consentement, enfin, oui mais ça c'est le consensus. Le consentement, on est d'accord, le consentement, personne ne s'oppose. Exactement, oui, le consensus, le consentement. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a des outils qui nous viennent de différents lieux, qui nous permettent d'affiner des méthodes démocratiques. Mais moi, je crois que cet archipel, il peut fonctionner avec des méthodes démocratiques qui ne soient pas celles issues des partis anciens. Et en même temps, moi, je ne suis pas pour dire aux partis, vous n'existez plus, c'est fini, merci, au revoir, on met la clé sous la porte. Ce sont des militants qui ont des traditions, qui ont des habitudes, qui ont forgé des choses, et je pense que ça n'est pas raisonnable. Enfin, moi, je le vis, par exemple, avec les militants communistes avec lesquels je milite, ce n'est pas raisonnable de leur dire, et ça n'est d'ailleurs pas possible de leur dire maintenant, soit tu quittes ton parti et tu te mets dans un nouveau tout, soit tu ne m'intéresses pas. On ne va pas y arriver comme ça. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve des formes suffisamment intelligentes et innovantes pour arriver à créer ce nouveau tout, à la fois sur le fond et sur la forme organisationnelle. Alors, Roxane, rapidement. Oui, je serai très brève. Simplement pour réagir sur la question des gilets jaunes, pour dire que je pense que s'il y a eu une forme de mépris de la part de beaucoup de politiques, ça c'est une réalité, mais qui est aussi une forme d'incompréhension. Et cette forme d'incompréhension, je dirais qu'elle est aussi liée au fait que nous avons d'un côté des gens qui vivent dans leur chair intime ce que sont les conséquences d'une politique publique, et des gens qui ne regardent ça qu'à travers un marketing électoral et des analyses plus éloignées. Et quand on ne vit pas dans sa chair ce que c'est que la déchéance de nationalité, quand on ne vit pas dans sa chair ce que c'est que de sentir qu'on est un citoyen de seconde zone, eh bien on ne peut pas se rendre compte, on ne se rend pas nécessairement compte tout de suite des conséquences que cela implique. Donc moi, sur les gilets jaunes, je pense qu'il y a beaucoup de militants politiques qui étaient désarçonnés, tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas la réalité qu'on leur présentait. Mais ça pose donc une autre question qui est le recrutement, justement, des militants et des élus. Donc on revient, en fait, sur ce que je disais tout à l'heure, avec un personnel politique qui est complètement hors sol et qui ne représente plus la diversité des Français. Bah alors, oui, ça fait il n'a longtemps, jamais représenté malheureusement la diversité des Français. Il suffit de regarder. Il y avait quand même un peu plus d'ouvriers. Il y avait plus d'ouvriers. Il y avait peu de femmes. Nous sommes d'ailleurs toujours peu de militantes aujourd'hui. On ne va pas se mentir. Donc peu de femmes, peu de quartiers populaires. Combien y a-t-il de personnes racisées dans la salle? On n'est pas non plus. Voilà. Oh, c'est fou ça. Il n'y a pas grand monde non plus. On est deux. Voilà. Alors, combien y a-t-il de personnes racisées, donc qui sont perçues comme étant non françaises dans cette salle? Non blanches. Voilà. Ah oui, t'es kabyle, bah oui, si, bah vas-y. Bah, mais oui, mais... Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vous êtes quoi, vous? Kabyle aussi. Kabyle? Non, ça se voit moins. Bah, moi, je le suis, ça se voit, mais bon... C'est un autre débat. Mais voilà, mais après... Mais voilà, la question de la diversité, de la représentativité aujourd'hui de la classe politique, c'est central d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que beaucoup disent, de toute façon, ils ne peuvent pas me comprendre, ils ne savent pas ce que je vis au quotidien. Et ça, je le dis, c'est l'enjeu aussi de maintenant, de tout de suite, du 21e siècle, de faire en sorte que notre classe politique, j'aime pas cette expression de classe, mais que nos représentants politiques nous ressemblent et tout simplement soient nous, quoi, qu'il y en ait un peu partout et qu'on ait cette capacité en tout cas à se projeter, à dire qu'on vit la même chose au quotidien. On va remercier quand même Boris Vallaud parce qu'il a un train. Merci d'avoir joué le jeu du débat inversé parce que c'est pas toujours évident. Il y avait 2 petites interventions pour ceux qui peuvent encore rester. Ah non, mais il y a trop de mains. On pourrait, si vous voulez, on demande à repousser et puis à 22h30 on mange. Moi, il n'y a pas de problème. C'est bon, monsieur? Ah, d'accord. Alors, il y avait monsieur. Juste rapidement, Madame Autain, et vous en particulièrement, parce que les autres n'étaient pas là, je vous ai souvent vu à la Fête de l'Humanité sur l'estrade de l'Agora. C'est pas du tout une attaque contre vous, bien évidemment, mais au début, il y a 3, 4 ans, 5 ans, même avant les élections présidentielles, il y avait 14 personnes sur l'estrade pour expliquer, nous allons faire un programme commun, nous allons mettre nos idées, nous ne sommes pas très éloignés, nous pouvons y arriver, nous avons le temps de préparer. L'année suivante, on en a vu la moitié. Ça avait en gros divisé par 2, après 14, ils étaient 7 ou 8, oui, sur l'estrade de l'Agora de nouveau. L'année qui a précédé les élections présidentielles, ou l'année des élections présidentielles, chacun est passé
sur l'estrade à son tour. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus que des personnes individuellement, qui disaient globalement votez pour moi, et parce que c'est pas possible de s'entendre avec les autres. Alors, comment on va faire demain pour y arriver? Parce que le constat qui était fait 3-4 ans avant, c'était il fallait être ensemble, il fallait avancer, on avait des choses en commun, ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est toujours la guerre des égos? Est-ce que c'est parce que j'ai pas l'impression qu'on est si éloigné que ça, même s'il y a des fractures importantes? Qu'est-ce qui va faire qu'on va changer, qu'on va y arriver? Nous, on aime vous voir partout parce que tout le monde a des idées. On a mal à notre gauche quand il faut voter parce qu'on ne sait plus comment faire, quel bulletin il faut mettre. Est-ce que ça va être de l'utile? Voilà, on est désemparés aujourd'hui. Ben non, parce qu'on ne sait plus comment faire pour essayer d'avoir le meilleur à un moment donné pour qu'on puisse avoir quelqu'un de gauche. Donc voilà ma question. Et ce sera le mot de la fin pour vous tous, parce qu'en fait, là, il est vraiment... Oui, je vous en prie. Je vais essayer d'être brève, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une volatilité, d'ailleurs, du vote à gauche, parce que les gens sont perdus. Donc, un coup, ils mettent le paquet là, ils sont déçus, ils remettent ailleurs. Bon, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se stabiliser. Ça, c'est la réalité. Mais je pense que, encore une fois, on est bousculé profondément. On a été impacté par les expériences de type soviétique, ensuite par les impasses de la social-démocratie en Europe. La tradition du mouvement ouvrier dont je fais parler est impactée par l'écologie politique. Et heureusement, ça fait beaucoup de choses à réintégrer, sans parler de 1000 sujets du monde contemporain que nous n'avons pas digérés. Donc ce nouveau tout, encore une fois, il se cherche. Et moi, je ne crois pas que c'est qu'une affaire de bataille d'ego. L'époque que vous signalez, c'est l'époque en fait de la chute du Front de gauche, qui était une forme de cartel électoral, de simple cartel électoral. Moi, j'avais plaidé au début du Front de gauche pour qu'il puisse y avoir des adhésions individuelles. Donc, vous voyez, l'idée d'archipel, elle me vient d'une certaine manière de loin, puisqu'à l'époque, je pensais que c'était dingue que des gens ne puissent pas adhérer au tout qu'était le Front de gauche. Il y avait des gens, ils disaient, bah, moi je suis pour le Front de gauche. Alors ils disaient, bah non, il faut choisir, il faut être soit au Parti communiste, soit ensemble, soit au PG. Il y avait des gens qui disaient, bah, moi je suis nulle part, je me sens Front de gauche, mais alors de là à choisir entre les trois, c'est pas possible. Ça n'a pas été possible. Et ensuite, il y a eu un débat stratégique qu'il faut prendre en sérieux et qui n'est pas qu'une question d'ego, qui était la question du rapport au Parti socialiste dans ce moment qui était celui du quinquennat Hollande et qui a clivé à ce moment-là, c'est la vérité. Donc tout ça a explosé. Il y a eu une forme de nouveau tout avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même fait, je vous le rappelle, 19% la présidentielle, c'est pas rien. Et il y avait les communistes qui soutenaient. Et il y avait beaucoup de socialistes qui ont voté pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là. Hein. Donc il a cristallisé. La question qui s'est posée ensuite, c'est comment on stabilise. Bon, et je suis au regret de constater que nous n'avons pas réussi à stabiliser. Et que là, pour le coup, il y a eu la théorisation d'un mouvement gazeux avec une clé de voûte et plutôt une minoration des courants ou de potentiels partenaires, instiller un profil politique qui a été celui de la France insoumise depuis 2 ans, et qu'au total, on se retrouve à 6,3. Donc après, il faut aussi qu'il y ait des lieux pour débattre de quelles sont les raisons qui nous ont amenés, et le débat, il existe un peu publiquement, sans doute insuffisamment, et on n'est pas au bout, il faut que la poussière retombe. Mais pour l'instant, on est devant ce paysage où on voit qu'on n'y arrive pas à transformer, on n'a pas réussi à transformer l'essai. Donc comment on reprend l'ouvrage ? Et il faut reprendre l'ouvrage. Et quand on regarde l'histoire au long cours, moi je suis désolée, mais vous parliez de la victoire de 81, ça s'est pas fait en 3 ans. Il y en a eu des échecs avant, et des engueulades, et des qui se parlaient plus, et des candidatures opposées, etc., etc. Il y en a eu, hein. Et à chaque fois, il y en a qui ont remis l'ouvrage. Ça veut dire que c'est pas fini, en fait. Ça veut dire qu'à l'échelle de l'histoire, ce qu'on vit est logique, et qu'on va remettre l'ouvrage sur l'établi et qu'on va finir par trouver une formule de rassemblement, parce que je ne crois pas que notre force politique, notre famille politique, nos idées politiques soient mortes dans ce pays qu'est la France, en particulier avec sa devise liberté, égalité, fraternité. Et donc c'est pour ça que j'ai de l'espoir, mais il faut prendre ce temps, cette souplesse de la discussion, du débat de fond, de la rencontre, et cette obsession à faire en sorte qu'il y ait des passerelles et pas des murs qui s'installe entre nous, et qu'ensuite, finalement, on puisse plus parler, qu'il n'y ait pas d'espoir et pas d'avenir. Voilà, c'est ce à quoi je crois aujourd'hui. Merci Clémentine Autain. Elliot Lepers. Ouais, 3 éléments pour conclure. Moi, je pense d'abord, la décomposition n'est pas encore terminée. Donc, finissons cette décomposition. Elle a oublié un sac. Vous avez oublié votre sac, monsieur. Monsieur. Bon, voilà. Premier élément, la décomposition n'est pas encore terminée. Il y a encore des gens qui ne sont pas au clair
qui ne sont pas au clair par rapport à leurs valeurs. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on soit extrêmement fort sur nos valeurs. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire être un élu de gauche, être un militant de gauche? Ça veut dire que quand il y a des combats, il faut que tout le monde soit là. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement présent sur les combats. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de repartir de ces luttes, de repartir des mouvements sociaux. Aujourd'hui, il y a 4 mouvements sociaux qui sont particulièrement actifs en France: le féminisme, l'antiracisme, l'écologie, la justice sociale. C'est-à-dire qui ont des forces vives, spontanées et sincères qui se mobilisent, qui marchent et qui se mettent en mouvement. Eh bien, il faut repartir de ça pour reconstruire notre projet politique. Et aujourd'hui, on est trop enfermé dans nos logiciels historiques. Repartons des mobilisations sociales pour reconstruire notre projet et notre horizon. Allez, Lénie, rapidement, s'il vous plaît. Oui, comme j'ai fait des interventions un petit peu polémiques et voire parfois un peu cyniques. Mais il est vachement sympa, sinon, je vous jure. Je voulais terminer sur quelque chose de... C'est le but en fait, sinon je ne sers à rien. Mais non, je voulais terminer sur une note un peu plus positive. Non, je crois qu'il y a juste un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de la nostalgie et du fait de vouloir rebrousser chemin pour reprendre un chemin qu'on n'a pas pris auparavant. À mon avis, il y a vraiment quelque chose de radicalement nouveau dans la période. Et je crois qu'il faut faire à partir de ce nouveau terrain politique pour inventer, mais quelque chose de radicalement nouveau. C'est-à-dire pas refaire ce qu'on a toujours fait. On ne refait pas l'union de la gauche, voilà, on ne refait pas 81. Et pour le coup, les vieux pots ne servent pas forcément à faire les meilleurs plats. Et je crois qu'il va vraiment falloir être capable d'inventer, de créer quelque chose qui redonne de l'énergie, une énergie propulsive très forte. Et ça, c'est pour ça qu'il y a, je pense, ce type de débat. C'est le genre de lieu où, en partant de ces questions polémiques, on peut peut-être essayer d'élaborer des solutions vraiment innovantes. Donc, pas pour parler comme un macronien, mais je pense que attention, il va falloir... voilà, c'est vraiment la tâche... La tâche qui nous attend, c'est celle d'inventer des choses radicalement nouvelles qui redonnent pour le coup de l'espoir et de l'énergie aux gens. Roxane Lundi. Merci. Eh bien, je vais dire que je suis d'accord avec ta conclusion, Lénie, parce que j'ai bien aimé votre remarque, monsieur. Vous dites que ça fait pendant 59 ans que vous avez été militant d'un parti politique. Moi, je vais vous dire, ça fait pas du tout 59 ans que je suis dans un parti politique. Je suis jeune encore dans mon engagement politique. Et pour autant, je trouve qu'on est dans une période qui, bien sûr, est difficile, parce que tout est à réinventer et qui, en même temps, est quand même très exaltante, hein. Moi, si on m'avait dit il y a 5-6 ans, quand je me suis engagée, tu vas voir, la gauche va être dans un état de décomposition absolue au niveau des partis politiques, et il va falloir tout réinventer sur les méthodes démocratiques, sur les discussions, sur la manière de faire, sur les méthodes de recrutement, sur le militantisme au quotidien, je ne l'aurais pas imaginé. Et aujourd'hui, c'est là, c'est le contexte. Mais je pense que c'est aussi une période incroyable pour développer de nouvelles idées, pour voir ce qui se passe chez les voisins, pour se parler, tout simplement, comme on le fait aujourd'hui. Génération était présent au cirque romanesque aussi, parce que ce sont des belles initiatives qu'il faut les entretenir dans les luttes au quotidien, dans les mobilisations, et que tout l'enjeu de la période, je pense, ça va être de réussir à continuer à être fort et présent dans les combats qui nous tiennent à cœur, et on s'y retrouve à chaque fois, contre la politique d'Emmanuel Macron, contre la libéralisation, contre la destruction de nos services publics, contre finalement l'urgence climatique absolue. Mais on se retrouve dans ces combats et ensemble, on va réussir, avec cette intelligence collective, à trouver les solutions qui feront que nous aurons des partis politiques. Moi, je ne crois pas que c'est fini, les partis politiques, loin de là. Mais nous aurons des partis politiques du 21e siècle, innovants. Et surtout, on va gagner et on prendra le pouvoir pour changer les choses. Et c'est justement ce j'entendais souffler là dans le public en disant « Mais en fait, ceux qui doivent prendre le pouvoir, c'est ceux qui sont devant nous ce soir. En fait, hein ? Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Mais oui, cela, mais collectivement. Mais du coup, voilà, il y a une nouvelle génération qui est capable de se parler et qui, pour le coup, a un gros travail devant elle. Merci en tout cas d'avoir participé à cet exercice. Merci à vous. À très bientôt. Alors rendez-vous l'année prochaine, mais on fera le bilan de ce qui aura été fait certainement en une année en termes de dialogue. Et tout de suite, bien entendu, je vous rappelle que vous avez la librairie et il y a un grand repas qui est organisé, donc restez, parce qu'on va encore